Groupe Perrault, concessionnaire automobile multimarque et Castelnaudary et tout le Lauragais au doigt. Terre d'Ovalie, de terroir et de gastronomie vous présente Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, Alexandre Priane. En direct de Castelnaudary, de l'Office de tourisme de Castelnaudary sur Sud Radio avec bien évidemment toute l'équipe, avec Julien Thomas. Comment ça va, Julien ? Bonsoir à toutes et à tous, très bien, bien accueillis et puis surtout très bien accueillis. Belle soirée encore rugbystique, très bien accueillis. Oui. Et on ira justement jusqu'à Nouvelle-Zélande, Namibie ce soir, coup d'envoi 21h. On est avec Philippe Spangro. Comment ça va, Philippe ? Salut les amis, ça va, je suis un peu ému, c'est particulier pour moi de vous inviter, de vous retrouver ici. Ouais. C'est une fois par an maintenant. Quasiment, ouais. Ça devient un petit rituel. Exactement. Ah oui, parce que au gré de notre voyage, hier on était à Toulouse Automi City Liner, aujourd'hui on est à Castelnaudary pour parler de rugby dans cette immense terre de rugby qu'est Castelnaudary, et aussi pour évidemment faire vivre cette passion et cette passion aussi de la radio avec vous. Bonsoir monsieur le maire, Patrick Mogard. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir à vous, bonsoir aux auditeurs bien sûr. On va passer à une... Bienvenue à Castelnaudary. Merci beaucoup. Venir d'ailleurs plus d'une fois par an. Ah bah oui. C'est la capitale mondiale du cassoulet. Ah oui. Dites-le à nos amis toulousains. Et on va être très honnête, monsieur le maire, aujourd'hui, ce midi, on n'a pas osé le cassoulet. On n'a pas osé le cassoulet ce midi parce qu'on s'est dit, bon, ça va être difficile à l'antenne, mais on aurait peut-être dû. On a 4 heures à tenir, c'est vrai que quand même, après un gros cassoulet, ça peut être violent. Et oui, Vous n'avez pas mangé le cassoulet, donc on ne part pas sur de bonnes bases. Non. Et on s'est pourtant posé la question. On était juste derrière là. C'est déjà bien. C'est déjà bien, effectivement. Dans un instant, on recevra Philippe Greffier, le président de la communauté de communes, et on recevra aussi Robin Perrault du groupe Perrault, concessionnaire multimarque, partenaire de cette émission ce soir. Mais d'abord un point avec toute l'équipe du côté de Paris. Bonsoir Quentin Cavanis. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Et Rémi Dos Santos en studio. Bonsoir Alexandre, bonsoir à toutes et à tous. On va faire un point sur la Coupe du Monde sur le journal. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Rémi Dos Santos, le journal de la Coupe du Monde, avec forcément des réactions côté France. Le journal de la Coupe du Monde qui va nous permettre d'avoir toutes les dernières informations, et on peut forcément commencer avec ce match entre le 15 de France et l'Uruguay. Et bien sûr, vous l'avez vécu hier sur les antennes de Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. L'équipe de France qui s'est imposée dans la difficulté à Lille contre l'Uruguay. Succès 27-12 sans le bonus offensif. 3 essais signés Astoy, Movaca et Bielbiaré, qui est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France à jouer en Coupe du Monde, mais également à marquer. Du coup, on va se faire un petit plaisir en réécoutant sa réalisation. Au commentaire, Nicolas Delage, Daniel Herrero. On est à moins de 10 mètres face au perche. Ballon écarté pour Arthur Vincent, finalement l'aile avec Bielbiaré. Allez, celui-là il doit rien à personne. Louis Bielbiaré pour le 3e essai français. Ouais. Allez, l'essentiel est acquis pour l'équipe de France. 2 victoires en 2 matchs, 8 points en compteur. Ce point de bonus offensif manqué reste un accro. Il faudra faire mieux la semaine prochaine contre la Namibie. Maxime Lucu, homme du match, voulait quand même ressortir le positif, même s'il a parlé d'avertissement. Il faut juste être positif quand on joue au rugby, quand on est l'équipe de France. Il faut juste qu'on soit positif. Là, on l'a pas été forcément. Je pense qu'on a eu beaucoup de frustration, donc il fallait juste se calmer. On l'a très bien fait par moments, on a su tenir le score, on a su tenir l'Uruguay à l'écart, et voilà, on a su gagner derrière. Mais c'est un avertissement, oui, il faut juste qu'on reprenne offensivement ce qu'on est capable de faire depuis maintenant 4 ans. C'est des petits détails que l'on corrige, que l'on voit à la vidéo. Maintenant il faut le matérialiser sur le terrain, mais en tout cas on est en bonne voie. Ouais, Maxime Lucu au micro d'Antoine Mazer, évidemment sur place hier. Et pour être complet sur cette rencontre, les audiences ont été au rendez-vous. Près de 12 millions de personnes ont assisté à la rencontre sur TF1 avec notre excellent François Triot aux commentaires. C'est 4 millions de moins que la semaine dernière, mais en face il n'y avait pas la Nouvelle-Zélande, bien évidemment. Vous avez entendu Maxime Lucu au micro Sud Radio de Nicolas Delage et d'Antoine Mazer. On passe aux autres matchs. Ce soir, on le disait, Nouvelle-Zélande-Namibie avec Esteban Rania à suivre à 21h dans le groupe A, celui de la France. Mais les compositions ont déjà été annoncées pour les matchs jusqu'à dimanche, Rémi Dos Santos. Et notamment ce choc très attendu à 17h45 dimanche, Australie-Fidji. Les Fidjiens qui doivent gagner pour espérer rallier l'écart après leur défaite contre le Pays de Galles. Alors du coup, Simon Rawaloui, il a mis tout le monde. Titularisation de Botia, de Tuisova, de Vainicolo. On a également Radradra et Waisea qui seront présents. En face, Ben Donaldson, l'homme fort de la victoire contre la Géorgie, sera titulaire, tout comme Nick White, Jordan Petaya et Will Skelton pour l'instant, même s'il y a une incertitude sur le capitaine australien touché au mollet. Taniela Atupu, lui, il est forfait pour au moins 2 semaines. Et puis ce sera chaud sur le terrain, mais pas seulement aussi en tribune.
Ouais, World Rugby a annoncé aujourd'hui que la pause fraîcheur aux 20e et 60e minutes de jeu, qui a cours depuis le début du mondial ou quasiment, sera prolongée jusqu'à ce dimanche. On attend des températures entre 25 et 30 degrés sur le territoire, mais surtout une forte humidité. Donc par précaution, la fédération a décidé de remettre ce système en place. Donc la météo vous est offerte par Rémi Dos Santos dans ce journal de la Coupe du Monde. Merci Rémi. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, Alexandre Priane. En direct de Castelnaudary, de l'office de tourisme de Castelnaudary avec Philippe Mogard, le maire de cette magnifique... Avec Patrick Mogard, Philippe Greffier à ma gauche. Attention, les prénoms parfois c'est un peu difficile avec moi. Carton bleu à mon encontre d'ailleurs. Patrick Mogard, donc maire de Castelnaudary dans un instant. Philippe Greffier, le président de la communauté de communes, et Robin Perron avec Julien Thomas, avec Philippe Spanghero. Parlons d'abord de cet amour entre Castelnaudary et le rugby, puisqu'on est là aussi pour ça, monsieur le maire. C'est un amour infini et pour l'éternité. Vous savez que l'éternité, c'est les dernières années qui sont longues toujours. Voilà, donc en fait le rugby pour nous à Castelnaudary, c'est notre ADN. Voilà, donc derrière la famille Spanghero, qui a glorifié en fait ce sport, on a eu le privilège de les voir jouer, de les voir opérer sur les stades de Castelnaudary. Voilà, et ça continue d'ailleurs le rock, hein, le rugby olympique Castelnaudary. Fédéral 1. Et oui. Dimanche d'ailleurs, il joue contre l'Avor et j'invite toutes les personnes. Ouf. Donc il le souhaite. C'est quand même un gros match face à l'Avor. Hein. Très gros match. Ouais. On va les battre, mais bon, dans la difficulté. On va appeler votre collègue à l'Avor, attention. Oui, c'est un match ultra important. On vous attendait beaucoup de public, je le sais, hein, au stade. Ouais. Dimanche, comment ça se passe un match à Castelnaudary quand on est supporter de Castelnaudary justement? C'est comme si on entrait en religion, vous savez. Je ne sais pas si vous êtes allé à Mayol à Toulon. Si, j'ai eu cette chance. Vous avez été à Mayol. Oui. Voilà, quand vous allez à Mayol, vous rentrez en fait dans un temple où vous allez assister à un match donc sacré. Voilà, donc et à Castelnaudary, c'est pareil. Quand vous allez au stade à Castelnaudary, c'est en fait d'abord le rituel du dimanche, l'ADN donc de la ville, et puis en plus ce mariage entre ce sport qui est magnifique et le terroir. Et voilà, donc c'est ce qu'on a voulu glorifier pendant 2 mois d'ailleurs. On a aussi en studio un certain Philippe David, présentateur des Vraies Voix. Philippe David, bonsoir. Bonsoir à tous. L'Avor Castelnaudary, forcément ça émet quelques souvenirs en toi. Hein. L'Avor Castelnaudary, j'ai habité à Toulouse pendant des années, donc l'Avor c'est à 30 km, Castelnaudary c'est 55 km la sortie sur l'autoroute, donc oui, ça rappelle de très bons souvenirs. Ah oui, et quand on regarde un petit peu. Oui, tu habites à Toulouse, c'est vrai, attention. Tout à l'heure on a entendu que le vrai cassoulet c'était Castelnaudary. Un avis là-dessus, Philippe David? Ah oui, parce qu'on a eu un message sur Twitch, parce qu'on est diffusé en direct sur Twitch. On nous a dit vous faites Toulouse, vous faites Castelnaudary, est-ce que demain vous allez à Carcassonne pour le triptyque du cassoulet? Non. Là, il y a erreur, monsieur le maire. Carcassonne, c'est la cité, Toulouse, c'est le Capitole, mais Castelnaudary, c'est l'endroit du cassoulet, puisque c'est la capitale mondiale, de toute façon. Ah, de toute façon, il suffit d'aller dans les rues de la ville et il y a du cassoulet partout. Dieu le Père, c'est Castelnaudary. Voilà, c'est comme ça, c'est extrêmement clair. Je parlais de cette poule de Fédéral 1, la poule 3. Très relevée. Mais elle est incroyable. Il n'y a pas un club qui manque. Vous êtes prêts? Il y a Mazamet, par exemple, Toac, il y a le Stade Bagnerais, l'Avor, Saint-Sulpice-sur-Lèze, l'Erac, Castel-Sarrazin, Lombay-Samatan. Les 2 clubs qui montent de Fédéral 2. Donc Gaillac et l'Erac, champion de France et finaliste. Donc en fait dans cette poule, il n'y a pas un seul club qui puisse donc nous laisser espérer. En fait, donc, une certaine sérénité durant la saison. Ça veut dire que durant toute la saison, il va falloir se donner. Ah bah oui, vous jouez le maintien ou à Castel... Non, on va jouer la qualification. Voilà, j'espère que tout à l'heure on aura peut-être le président du club. Philippe, en tout cas les objectifs sont annoncés par monsieur le maire, hein, c'est la qualif. Non, c'est la qualif et c'est magnifique ce que font les dirigeants du club. Honnêtement, j'ai connu ce club depuis toujours. Mon père en a été le président pendant 20 ans, mes oncles avant. Donc c'est une ville sportive quand même, Castelnaudary, avec de la concurrence. Il y a une culture très particulière autour du rugby, c'est clair. Mais honnêtement, quand on voit la difficulté aujourd'hui financièrement à structurer un budget, à avoir des bons joueurs à ce niveau, qui est un très haut niveau amateur, avec les moyens de Castelnaudary, c'est fait très intelligemment et voilà, je voulais rendre hommage aux dirigeants et au soutien de la ville parce que on assiste quand même tous les week-ends à de très belles affiches et un beau spectacle. Un petit mot justement, Julien Thomas. Mais c'est surtout qu'entre le Castelnaudary et le rugby, le ciment c'est quand même le cassoulet du coup. Oui. Ce que j'ai bien compris dans toutes ces belles phrases. Mais... Et pourtant c'est difficile de concilier les deux. Quel est le derby contre Castelnau?
Dari. Nous, avant, c'était Villefranche-de-Lauragais. Et en plus, on avait les mêmes couleurs, rouge et blanche. Et en plus, bon, le cassoulet, quand même, c'est le Lauragais. Oui, d'ailleurs, à la place du cassoulet, on a pris une salade lauragaise. Ah oui, bon, alors c'était vraiment, vous montez dans mon estime. Si en fait, le club aujourd'hui rival, c'est Pamiers, quoi. C'est 40 km d'ici. Voilà, donc, on aura c'est 8 octobre, mais pas, durant les 2 mois là, d'animation sur la ville. Ce sera domicile. On reçoit Pamiers à ce moment-là. C'est le 8, enfin, je crois que c'est le 8 octobre. J'ai le SCA le 8 octobre. Bon, c'est pas Pamiers. Non, bon. si c'est Pamiers, Sporting Club à Paméen. Oui, Sporting Club à Paméen, bien sûr. Si vous avez besoin de renseignements, vous me le demandez. J'ai le calendrier devant moi, donc comme ça Par contre, Alexandre, peut-être emboucher un coin. Les habitants de Castelnaudary. Comment on les appelle Les Choriens. Oui. Bien. Non, mais Philippe David, tu devrais pas jouer. Philippe, c'est une encyclopédie. Il nous en met tellement l'émission que non, mais je dois l'avouer. Là, je me suis fait un petit peu Jean-Jacques Bourdin. Là, je me suis fait avoir façon Jean-Jacques Bourdin par Julien Thomas. Et je vais être désagréable avec Monsieur le Maire. Il y a un excellent restaurant de cassoulet à Toulouse qui s'appelle la Belle Chorienne. Eh bien voilà, c'est ça. En fait, à la Belle Chorienne, c'est sur le marché en fait du cassoulet au niveau national, c'est elle qui produit le plus donc de plats. Et si du cassoulet, ce n'est que du cassoulet haut de gamme. Donc, puisque la ville de Castelnaudary tient 90% du marché haut de gamme du cassoulet en France. Voilà. Oui. Donc, alors, juste, je relève juste un petit point. C'est effectivement les habitants de Castelnaudary, c'est les Choriens, mais c'est aussi les Castelnaudariens. Ah ben voilà, j'aurais dû le tenter celui-là. J'aurais dû le tenter. Je vous renvoie dos à dos. J'aurais dû le tenter. Un petit mot quand même, Monsieur le Maire. Vous aimez le rugby. Un petit mot sur le match de l'équipe de France hier, la victoire 27-12, mais une victoire non bonifiée. Oui, j'ai souffert. Alors, votre mot, si vous deviez choisir un mot pour qualifier le match de l'équipe de France hier. Pénible, quoi. Hein. Ah, ouais, pénible. Voilà, en fait, il y a les adversaires en face. On pense toujours que, voilà, les Uruguayens, c'était très, très bien préparé. Mais bon, ce qui est, vous savez, les Français, quand ils sortent d'un grand exploit, en général, le deuxième match, donc, il est toujours un peu chaotique. Voilà, mais bon, après, de toute façon, quoi qu'il en soit, on va se qualifier. Alors, on va ou jouer la peste, ou le choléra, ou l'Irlande, ou l'Afrique du Sud. Donc, de toute façon, voilà. On aura la chance d'avoir quand même le meilleur des Uruguayens, un des meilleurs des Uruguayens dans quelques minutes pour nous livrer un peu. Non, c'est Rodrigo Caportega qui arrive là et qui va pouvoir nous dire un peu comment les Uruguayens ont vécu ce match hier. On va prendre la direction de Bayonne. On va rejoindre nos auditeurs Sud Radio. C'est Liam de Bayonne. Bonsoir Liam. Bonsoir. Très heureux de vous avoir sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Liam, comment vous allez ? Très bien, merci. Ravi et content d'avoir vu ce match hier. Moi, je vais le voir de façon très positive. Ah, alors on t'écoute, Liam. T'es plutôt donc très positif. Nous, on a dit pénible. Hier, on a dit pauvre. On a dit embêtant comme match. Toi, tu dis que c'était un match positif. Positif parce que je n'oublie pas une chose, c'est que déjà on a gagné. Ah oui. Hein et puis, faut peut-être qu'on remette l'église au milieu du village. Ce collectif, il a combien de différences d'expérience de jouer ensemble avec l'autre groupe. Oui, bien sûr. On avait fait beaucoup de temps. Voilà, il y a aussi ça qui joue. On attendait effectivement peut-être un gros score, mais en face on a eu une équipe qui elle n'était pas là pour faire du tourisme. Donc on a eu de l'opposition. Ils étaient là pour jouer. Nous, on a un groupe aussi là qui a besoin aussi de créer ses automatismes. Et ils ont besoin de trouver leurs repères. J'y ai vu moi de la concentration. J'y ai vu peut-être effectivement une différence de rythme, mais moi je l'ai perçu comme disons une volonté d'être concentré pour bien faire, donc forcément un ton en dessous d'une équipe qui est rodée avec des automatismes, des habitudes, voilà. Mais j'y ai trouvé malgré tout de l'engagement aussi valeureux que ceux de l'autre groupe. Voilà, moi ça me dit que effectivement il faut encore roder un peu tout ça, mais ça va le faire et en même temps ils ont besoin effectivement de se rassurer. Combien d'entre eux ont vécu ce niveau d'engagement à un niveau aussi important en termes d'enjeu? Non mais c'est vrai. Je vais dans ton sens. Liam, on est ici à Castelnaudary, il y a le festival, le rugby est dans le pré depuis le 8 septembre jusqu'au 28 octobre. Donc durant la Coupe du Monde de rugby, on va parler d'Ovalie, de terroir emmêlé, de nourriture aussi, puisqu'on aime ça, à Castelnaudary. Bon, je parle quand même à un Bayonnais. Est-ce qu'on mange un bon cassoulet à Bayonne, quand même, Liam?
Est-ce que ça se trouve? Ça arrive, et pour la petite histoire, j'ai vécu à Albi et à Toulouse pendant quelques années aussi, donc je connais très bien Castelnaudary. J'ai été aussi manger dans de très 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 bons restaurants là-bas. Ah bah oui. On s'est aussi bien mangé à Castelnaudary qu'on s'est mangé à Bayonne. Ah oui, bon. On va écouter monsieur. Liam, bravo pour votre analyse. Monsieur le maire de Patrick Mogard, le maire de Castelnaudary. Bonjour Liam, je suis aussi un peu supporter de l'Aviron bayonnais, mais ça remonte déjà à pas mal de temps. J'ai apprécié votre analyse et aussi donc le fait que vous appréciez vous aussi Castelnaudary. Donc vous serez l'invité d'honneur de notre prochaine fête du cassoulet. Voilà. Magnifique. Ah bah Liam, c'est magnifique. C'est très voilà, voilà, c'est ça aussi le rugby, la convivialité, Liam. Et je vous invite à venir avec moi. Je vous invite pour déguster nos superbes chipirons à l'encre chez nous, si vous voulez aussi. Bon bah, jumelage Castelnaudary Bayonne, c'est dans les cartons. Monsieur le maire. Je voudrais préciser à Liam, désolé Liam, mais le rugby à Castelnaudary, il est né en 1937 et la ville qui a créé donc le rugby à Castelnaudary, désolé Liam, c'est Biarritz. Voilà, donc, et c'est la raison pour laquelle il y a des grésillements sur la ligne, je vous entends plus. Les couleurs de la ville, c'est bleu et blanc, mais on joue en rouge et blanc. Voilà. Ah là là, d'accord. Voilà. Ce qui ne m'empêche pas d'être supporter de l'Aviron bayonnais. Oui, vous avez rectifié les choses. Bravo. J'ai entendu la dernière partie de la conversation. Il y a eu des grésillements avant, j'ai pas tout compris. Oui, bien sûr, Liam. En tout cas, merci Liam d'avoir été avec nous. Et Liam, on le montre à l'antenne. Tu repars pas les mains vides quand même. Tu gagnes ce magnifique livre Au cœur de l'Ovalie, signé Philippe Spanghero, Méridic Gasquet-Cyrus et Arnaud Richard aux éditions Le Robert. 150 expressions, mots et anecdotes de légende sur le rugby. On le montre à la caméra. On est en direct sur Twitch en vidéo. Le livre est en rupture de stock. Pour de vrai, je veux dire, il est réellement en rupture de stock. C'est un immense carton et il va partir pour toi. Il est offert par Philippe Spanghero, l'auteur qui est à notre droite. Voilà, Philippe, t'as un livre qui part à Bayonne pour victime de son succès. J'en ai vu. On m'a envoyé des photos à Bayonne et à Biarritz. Il était en bonne position. Alors j'étais content. Et puis le Pays Basque, c'est toujours, en tant qu'amoureux du rugby, on peut avoir qu'un rapport particulier à nos amis bayonnais. Et je suis ravi de te faire découvrir le rugby différemment à travers ces jolis mots, Liam. Merci, je suis honoré. Merci Liam d'avoir été avec nous. On va prendre toutes tes coordonnées pour t'envoyer ce magnifique livre Au cœur de l'Ovalie. Et très belle soirée à toi et vive l'Aviron bayonnais au passage. Les gars, faites gaffe, il y a le chef qui m'envoie un message en me disant je te vois jouer sur ton téléphone, Philippe. Frédéric, on t'embrasse. On est en vidéo, on le rappelle. Je joue pas sur le téléphone, Fred. Écoute, Frédéric Jouve, directeur des programmes. Directeur des programmes de Sud Radio. On revient dans un instant sur la radio de la Coupe du Monde de rugby. On va accueillir le président de la communauté de communes, Philippe Greffier, et dans quelques minutes aussi Robin Perron. On va parler de rugby. On va rester très longtemps ensemble, Robin, jusqu'à 23h si vous le voulez bien. On va parler longuement de rugby, mais voilà, ça va être une magnifique soirée sur Sud Radio. Maintenant à 1h40 du coup d'envoi de Nouvelle-Zélande, Namibie sur la radio de la Coupe du Monde de rugby. Castelnaudary et tout le Lauragais au doigt, terre d'Ovalie, de terroir et de gastronomie vous présente Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, Alexandre Priane. La radio de la Coupe du Monde de rugby en direct de Castelnaudary à 1h30, un peu plus de Nouvelle-Zélande-Namibie. Magnifique match de Coupe du Monde que vous vivrez en intégralité sur Sud Radio. On est là avec le groupe Perrault Automobile aussi. Et d'ailleurs, dans un instant, on sera avec Robin Perrault sur notre antenne. Mais d'abord, on accueille autour de la table où il y a déjà Julien Thomas, où il y a déjà Philippe Spanghero. Eh bien, on accueille le président de la communauté de communes, Philippe Greffier. Bonsoir. Bonsoir, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à Castelnaudary, dont vous avez compris que nous sommes la capitale mondiale incontestée du cassoulet. Ah bah oui, apparemment il faut pas sortir de la route de ça, c'est important. Ce serait une erreur. Il n'y a qu'une vérité. Il n'y en a qu'une. Tout à fait. On parle de ce coin-là, de l'autre, avec un amour entre évidemment la gastronomie très fort, avec ce canal du Midi aussi, ce bassin, et puis le rugby. Le rugby qui est important dans cette communauté de communes, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans ce coin. Oui, c'est le sport qui occupe la plus grande place au sein de notre territoire. Et puis on a la chance d'avoir une école de rugby qui rayonne sur l'ensemble du territoire. Voilà, c'est le seul sport aujourd'hui sur notre territoire qui est organisé de cette façon-là. Voilà, et c'est effectivement la culture au rugby et la culture qui imprègne notre territoire. On est un territoire rural. La communauté de communes, c'est 43 communes, 28 000 habitants, donc sur un tissu particulièrement rural, très attaché
à notre terroir, à la gastronomie bien sûr, au Canal du Midi qui est l'autre identité de notre territoire. Notre territoire, c'est, on va dire, les éléments forts d'identité, c'est le rugby bien sûr, c'est le Canal du Midi, c'est la Légion étrangère, puisqu'on a à Castelnaudary l'école de la Légion étrangère qui est une armée d'élite. Voilà, et évidemment que le Canal du Midi est aussi un lieu important puisque c'est à Castelnaudary qu'il a été inauguré. Ouais. À force de nous entendre, vous allez nous prendre pour des chauvins, mais non, on est juste objectif sur les qualités de notre territoire. Philippe David, on n'oserait pas quand même imaginer que Castelnaudary, on est un petit peu chauvin avec le rugby et le cassoulet. Non, mais on est tous un peu chauvins. Regarde tout à l'heure, Alexandre, la réaction. C'est un bigourdin. Ouais, mais quand on a parlé de l'aviron bayonnais, de Biarritz, du Biarritz olympique à un bayonnais, c'est sûr que ça crée des réactions un peu, on va dire, épidermique. Donc c'est logique qu'on soit chauvin à Castelnaudary, mais comme quand tu prends Tarbes Lourdes ou Bagnères Lourdes ou Bagnères Tarbes. Ça c'est chez toi. Oui, bah c'est ça. Ou je sais pas moi, Narbonne Béziers à l'époque quand c'était la finale du championnat de France. C'est sûr que là il y a 30 km entre les deux villes, même si c'est pas le même département. Et évidemment ça se titille. C'est tout, c'est normal. On est comme ça. Oui, le Bigourdin est connu pour être chauvin. Bah, il y a le Stade Bagnéret dans la poule. Lui, en l'occurrence, déjà, il est chauve. Et après, Et il aime le vin. Non, mais une chose sur le Stade Bagnéret. Pour la première Coupe du Monde, rappelons-nous, 87, le Stade Bagnéret avait été 2 fois finaliste du championnat de France en 79 et en 81, et en perdant quand même contre Narbonne et le Grand Béziers de mémoire. Et autre chose, il y avait quand même 2 joueurs du Stade Bagnéret qui étaient dans le Grand Chelem 77. C'était Jean-Michel Aguirre à l'arrière et Roland Bertrand au centre. Donc quand on voit en Fédéral 1 qu'il y a des clubs comme ça qui ont profondément marqué le rugby français, ça en dit long sur le niveau de la Fédéral 1. Oui, et forcément quand on pense un peu à Castelnaudary, ce qui nous arrive, c'est tout de suite la famille Spanghero. Alors pas pour lancer des fleurs à Philippe, parce qu'évidemment c'est pas ton genre. Ça modestie le trahirait. C'est pas son genre du tout. Là ça lui coûte beaucoup parce qu'il peut pas trop faire autrement aujourd'hui. C'est vrai ça. Je le sens que c'est dur à venir. Ça picote un peu. Ça picote. C'est vrai que la famille Spanghero, quand on pense au rugby à Castelnaudary, c'est le nom. Tout à fait. La famille Spanghero est indissociable du rugby à Castelnaudary. C'est eux qui ont fait la renommée du rugby à Castelnaudary. Et donc, effectivement, c'est des personnalités incontournables. Mais je crois savoir que les générations qui arrivent sont pas mal aussi. Et que certains finalistes malheureux cette année en catégorie jeune devraient dans quelques temps donner quelques bons espoirs aussi. Dites-en plus. Ouais, il me semble qu'il y avait un jeune capitaine qui a joué la finale cette année, il me semble, non? Ouais, c'est le petit frère, le fils de mon frère Nicolas, qui était capitaine des cadets du stade, qui a perdu au Stade de France là, en finale. Contre qui cette année? Contre Grenoble. Très grosse équipe, toujours Grenoble, très grosse formation. Les Grenoblois qui sont forts sur la formation. Très gros club formateur, effectivement. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous, monsieur le président de la communauté de communes. C'était toujours un plaisir et voilà, on a l'impression d'être chez nous ici à Castelnaudary, c'est peut-être le cas. Mais vous êtes chez vous et l'ensemble de nos auditeurs, donc n'hésitez pas à venir manger de façon immodérée du cassoulet et surtout venir aussi soutenir notre équipe de rugby, donc dimanche pour le premier match et la première victoire contre l'Avor. Et bien sûr, contre Bagnères en fin de saison, le match de fin de saison, on les battra à domicile, bien entendu. Voilà. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Merci à tous. Et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec toute l'équipe. Et justement, on parle de public dans quelques minutes dans la soirée. On vous offrira ce magnifique ballon. Vous pouvez le voir en vidéo, ce ballon Gilbert Sud Radio, le véritable ballon qui a été conçu pour ces magnifiques voyages entre Toulouse, Castelnaudary et demain Narbonne. À tout de suite sur la radio de la Coupe du Monde de rugby. Castelnaudary et tout le Lauragais audois, terre d'Ovalie, de terroir et de gastronomie, vous présente Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, Alexandre Priane. Vous êtes bien sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby en direct de Castelnaudary, demain en direct de Narbonne. Et puis on aura plein d'autres voyages à vous proposer. On ira du côté de Noailles, de la Cône-les-Bains aussi durant cette Coupe du Monde. Et on sera aussi du côté de Paris, la rue de la Soif, notamment pour le quart de finale. Tiens, du village Saint-Germain, on retournera vivre le rugby dans ce quartier Saint-Germain qui vit évidemment actuellement durant toute la Coupe du Monde de rugby avec Sud Radio. On est sur la place, place de la République, c'est ça, que je dise pas de bêtises, à Castelnaudary dans cet office de tourisme. On est extrêmement bien reçus et on accueille autour de la table Robin Perrault. Bonsoir Robin. Salut. Comment ça va? Très bien.
Robin Perrault du groupe Perrault, partenaire de cet événement aujourd'hui, concessionnaire multimarque. C'est un grand groupe et c'est une très belle histoire aussi, Robin. Oui, c'est une histoire qui a commencé il y a pratiquement 80 ans. Ouais. C'est mon papy qui a monté l'affaire dans le centre-ville de Castelnaudary. Et puis 3 générations après, avec mon frère, on est toujours là. Voilà. Et il y a du rugby, j'imagine, dans cette famille. Oui, on a joué un peu. Bon, ouais. On a joué un peu amateur. On est meilleur mécène que joueur à proprement parler, quoi. Un peu comme Philippe. Oh, Philippe, là. Voilà, là j'avais vraiment, c'était trop facile, il le savait. Il le savait que ça allait arriver. Non, il a joué plus longtemps quand même. Oui, non, bien sûr, il a joué à Castres, à Carcassonne, voilà. Avec Christian Labitte, tiens, qui sera notre invité demain, Christian Labitte. Ouais, Nash. Ouais. Heureux de le retrouver demain. Ouais, ça promet. Apparemment, il y a quelques anecdotes qui vont être délivrées. On est aussi avec Benoît. Bonsoir Benoît, président du club de Castelnaudary, coprésident du club de Castelnaudary, c'est ça? Oui, bonsoir à tous. Oui, coprésident du club de Castelnaudary, puisque on gère le club à 3 présidents. Donc Stéphane de Bergeroux, Olivier Calvé et moi-même. Bon, il y a des ambitions, hein, on l'a entendu tout à l'heure de la part de monsieur le maire Patrick Mogard. C'est la qualif où vous êtes viré. Oui, il nous met la pression un petit peu, oui, mais c'est vrai que le club se structure depuis maintenant 4-5 ans. On a gagné notre montée en Fédéral 1 l'année dernière, on a réussi à se maintenir. Et aujourd'hui, on est un petit peu à un virage, puisque si on veut exister dans cette division, il faut augmenter nos structures, notre budget. Comment on fait comment on fait? J'ai Robin Perrault à ma gauche déjà, qui nous aide un petit peu. Voilà, merci Robin. Depuis longtemps. Et depuis longtemps, oui, voilà. L'avantage de Robin et pour de beaucoup de partenaires que l'on a la chance d'avoir, c'est qu'ils n'ont pas attendu qu'on soit en Fédéral 1 pour nous aider en fait. Donc ils sont très fidèles et c'est vrai qu'ils jouent le jeu à mesure qu'on monte les niveaux. Donc on travaille beaucoup avec ces partenaires-là et on travaille bien sûr main dans la main avec la mairie et la communauté de communes qui nous soutient vraiment. C'est une belle équipe. Au final, c'est une belle équipe de dirigeants, de maires, de décisionnaires. Benoît, vous avez été consultant Sud Radio dans une autre vie. Vous m'aviez dit tout à l'heure. Du coup, j'en appelle aux consultants. Benoît, qu'est-ce que vous avez pensé du match des Bleus hier face à l'Uruguay, cette victoire 27-12 sans bonus offensif? Ouais, mais c'est un match qui a été compliqué, on va dire, dans la physionomie. Après, il faut retenir la victoire. Une Coupe du Monde, c'est un enchaînement de matchs. C'est une histoire qui s'écrit, qui se vit. Donc ça fait partie un petit peu des étapes incontournables pour arriver au bout. Donc si vraiment ils arrivent à aller au bout et qu'ils sont invaincus à la fin de la compétition, on oubliera que le match a été en dents de scie, on va dire. Ouais, Robin Perrault, c'est vrai que hier, en suivant le match, il y a eu un peu de souffrance quand même, voire de l'inquiétude. Hein. Oui, mais bon, de toute façon, la Coupe du Monde, elle n'est pas gagnée. Il va falloir s'accrocher et jouer match après match. Bon, après, hier, il y a eu quelques égarements, mais bon. À quoi c'est dû ces égarements? Je pense je sais pas. Bon, peut-être qu'il y a des joueurs qui reprennent, il y a des joueurs qui jouent pas souvent ensemble. Je pense qu'il y a un peu tout mélangé. C'était un peu fouillé, c'est vrai. Mais bon, il faut pas le reprocher ça. On est un peu trop dur avec les Bleus. Il vaut mieux que ça arrive maintenant. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop dur avec cette équipe de France, Robin Perrault? Exigeant, mais on est un peu trop exigeant. Mais bon, à l'arrivée, il faut gagner les matchs les uns après les autres. Pour l'instant, ils en ont gagné 2. Il en reste encore 5, je crois. C'est ça, 5 à gagner. Oula, attention, les maths et nous, c'est pas. Si, 2 poules et 3 de phase finale. Oui, c'est ça, 5. 2 poules et 3 de phase finale, si on veut, on parle de la finale. Oui, et d'une petite finale en cas de défaite en demi, mais ça, c'est pas pour nous, ça. A priori. C'est pas pour nous. Julien, c'est vrai que là, à froid, hier, t'étais un peu dur, hier. On l'a tous été. Hein. Et là, à froid, qu'est-ce qui domine? Hier, c'est vrai que j'ai dit pauvre. Pauvre, je confirme, mais surtout décevant maintenant. Décevant parce que... Là, c'est la déception qui arrivait à froid. À froid, c'est la déception. C'est surtout sur le contenu. Le contenu de cette équipe de France, quand même, offensivement, qui m'a déplu, qui n'a pas su trouver les armes et surtout mettre leur jeu en place en tenant le ballon. J'ai vu une équipe de France en fait qui est restée comme si elle jouait les Blacks ou une grande nation, qui a continué dans sa dépossession, qui ne s'est pas adapté à cette équipe de l'Uruguay.
et une équipe de France qui a trouvé des solutions individuelles et non pas collectives. Et là, on est tombé dans l'engrenage des Uruguayens qui, en passant par le sol, en plus, est venu nous châtiller. Tiens, un mot qu'a choisi hier Pierre Bougarit au micro de Sud Radio, c'est en direct de Lille, au micro d'Antoine Mazer, c'est le mot de frustration, écoutez-le. Ouais, alors bon match c'est un peu dur à dire mais oui forcément on aurait espéré nous déjà jouer notre rugby et je pense aussi pouvoir faire plaisir un peu plus aux spectateurs et aux téléspectateurs. Ça a été assez compliqué, on a eu du mal à mettre notre jeu en place, on a été pas mal sanctionnés et ça a généré beaucoup de frustration je pense aussi chez nous et forcément après on n'a pas forcément voulu jouer le rugby qu'on a voulu jouer ce soir. Hier Antoine Mazer était à Lille. Bonsoir Antoine. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. De la frustration chez Pierre Bougarit, de la déception chez Julien Thomas, de l'indulgence chez Robin Perrault. Qu'est-ce qui a dominé hier chez les supporters? Et quand on a vu à l'issue du coup de sifflet final ces supporters qui ne voient pas souvent l'équipe de France, qu'est-ce qui a dominé? C'est le même mot que Pierre Bougarit, c'était de la frustration. On a même pu entendre avec Nicolas Delage et Daniel Hérault un petit peu quelques sifflets lors du tour d'honneur des Français à la fin, dès le coup de sifflet final. Il y avait quand même une grande partie quand même qui applaudissait cette équipe de France parce que c'est quand même un événement de pouvoir voir l'équipe de France et elle a gagné quand même cette équipe de France. Il y avait la victoire au bout de ce match face à l'Uruguay. Alors certes c'était pas forcément le plus beau match du rugby auquel ont assisté les supporters et nous observateurs du rugby hier du côté du stade Pierre-Mauroy. En tout cas l'ambiance pendant 80 minutes elle était fantastique, extraordinaire. Ils n'ont jamais lâché, ils n'ont jamais été résignés pour supporter ce 15 de France et honnêtement le rugby vient pas souvent en terre lilloise. Ça faisait depuis 2018 que l'équipe de France et un match face à l'Argentine ne s'était pas rendu du côté du stade Pierre-Mauroy et l'ambiance était au rendez-vous. Plus de 48 000 spectateurs du côté du stade Pierre-Mauroy. Esteban Ragna qui va commenter ce soir pour Sud Radio Nouvelle-Zélande-Namibie avec Julien Thomas en direct de Castelnaudary. Esteban, toi tu choisis de parler d'un manque de respect. On va quand même jusque là, Esteban. Ouais, mais je pense que bonsoir à tous déjà, pardon. Faut arrêter d'être indulgent. Si on veut sortir les crocs et montrer à tout le monde qu'on est présent, on doit mettre 100 points à l'Uruguay. Excusez-moi, la Nouvelle-Zélande, quand ils jouent contre des petites équipes, ils font pas dans la dentelle. 2019, ils mettent 70 points aux Namibiens. Les Italiens, la semaine dernière, ils en ont mis 50 à la Namibie. Tu dois pas te faire peur contre l'Uruguay. Si tu prétends être champion du monde, alors je manque pas de respect à l'Uruguay qui nous a fortement embêtés pendant 60 minutes. On prend un essai, c'est un Uruguayen qui fait une cagade en dégageant. Fabien Galtier qui dit on a été contré dans tous les compartiments du jeu. Hein. On n'a pas été bon, mais parce que l'Uruguay a fait un bon match. Il faut dire aussi ce qui est. On s'est laissé contrer. On s'est laissé contrer. On est passez-moi l'expression, on a la honte de Didier Deschamps. Parce que il y a un rouge quand même qui est sur Tao, il est pas bon, normalement c'est rouge. Macalou il marque, c'est refusé heureusement, mais la règle est litigieuse. Mais après l'Uruguay sur les 2-3 attaques en première main qu'ils ont fait, on s'est fait bouger. Arthur Vincent il monte en pointe, Jaminet il veut pas défendre. Franchement il y a eu pas mal de lacunes. Il y a des lacunes, mais pour moi il y a quand même en pré-match, cette préparation de ce match, je pense que quand j'entends les interviews d'après-match justement de Galtier ou certains joueurs, c'était on n'a pas réussi à vite scorer. Et en fait, ils se sont mis le doute parce qu'ils n'ont pas pris le score, ils ont été devant largement. Et puis 20e de mi-temps, et puis derrière ça cogite et très autres. Exactement. Philippe Sanguiro avant d'aller voir Rémi Dos Santos. La vraie question, c'est comment à la mi-temps tu sais pas scorer quand tu vois les stats. À ce niveau international, 75% d'occupation et de possession, ça n'existe pas. Exactement. Donc cette incapacité à scorer quand tu es dans le camp adverse avec le ballon, elle interpelle. Mais à la mi-temps, tu as 40 passes en 40 minutes. Quoi. Oui, et surtout, non mais c'est surtout que tu marques pas et que derrière tu prends 15 de pénalité et un jaune quand même. Élément de réponse de Rémi Dos Santos, tiens, qui a suivi la conférence de presse de Fabien Galtier hier. Ouais, c'est un peu le souci qui est ressorti après cette conférence de presse, c'est que Fabien Galtier, dans ses mots, laisse entendre à demi-mot que ce match, il n'a pas été préparé. Alors, pas de la bonne manière, ça c'est évident, mais manifestement pas préparé comme un vrai match de Coupe du Monde. Je pense que cette équipe n'a pas été bien disséquée à la vidéo par les Bleus. On y est peut-être allé un petit peu tranquillement. C'est vrai que le match commence bien et peut-être qu'on est reparti derrière. On s'est dit c'est bon, ça va être tranquille après les 15 premières minutes.
Et j'ai vraiment ce sentiment que ce match n'a pas été bien préparé et par les joueurs, évidemment, mais aussi par le staff qui s'attendait peut-être pas à ce que ce soit autant la guerre dans les rucks, alors que c'est un peu le sel de ces équipes sud-américaines. Robin Perrault du groupe Perrault. Bon, moi je lis le rugby moins bien que vous, mais le truc qui m'a le plus marqué quand même, c'est les percées des Uruguayens, quoi. Ils nous ont transpercé. On a un gros problème défensif, hein, je pense que c'est ça qui m'a un peu inquiété. Voilà. Ah non, mais alors c'est très intéressant d'en parler. Et dans un instant, on va justement parler avec Jean-Pierre Rive, parce que bon, défensivement, il s'y connaissait quand même plutôt pas mal, notamment sur l'art du plaquage. Jean-Pierre Rive, mais juste en guise d'amuse-bouche, Philippe Spanghero, la rush défense, marque de fabrique de Sean Edwards et de ce 15 de France, elle est où cette rush défense, et si elle est là, est-ce qu'elle mérite d'être encore là? Le problème de la rush défense, c'est que c'est une prise de risque, donc il faut qu'elle soit bien réalisée. Soit tu montes très fort et tu viens défoncer les mecs, c'est ce qu'a réussi pour l'instant très bien à faire l'Afrique du Sud, mais notre rush défense, elle a perdu un peu en intensité, en agressivité, donc c'est une rush défense qui te met souvent en difficulté. Donc il y a une question à se poser peut-être sur cette approche défensive, parce qu'elle nous a mis en difficulté. On l'a vu contre l'Écosse, on l'a vu contre l'Australie, on l'a vu contre les Blacks. Donc il y a un point d'interrogation par rapport à ça, et d'un point de vue défensif, sur cette complémentarité dont on a déjà parlé hier entre Gaël Fickou et Yoram Moefana, parce qu'on a vu quand même quelques incompréhensions qui ont coûté cher. Et la stat signée Antoine Mazer, les Uruguayens ont cassé 18 plaquages des Bleus, donc c'est quand il y a vraiment eu l'action de plaquage côté bleu, et que le plaquage a été cassé par ces Uruguayens qui étaient annoncés être beaucoup moins physiques que cette équipe de France. On va en parler justement, de l'art du plaquage dans un instant sur Sud Radio, en direct de Castelnaudary sur la radio de la Coupe du Monde de rugby, avec un immense joueur, une légende, Jean-Pierre Rive. À tout de suite. Castelnaudary et tout le Lauragais au doigt, terre d'Ovalie, de terroir et de gastronomie, vous présente Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, Alexandre Priam. La radio de la Coupe du Monde de rugby en direct de Castelnaudary avec Félix Spanghero, avec Julien Thomas, avec Robin Perrault du groupe Perrault concessionnaire multimarque. Nous rejoint aussi autour de la table Rodrigo Capo-Ortega. Comment ça va, Rodrigo? Très heureux de t'avoir ici. Bonsoir tout le monde, c'est vraiment, moi je suis merci de l'invitation et très heureux d'être ici parmi vous. On a hâte de parler de France-Uruguay avec toi dans quelques minutes. Et on accueille une autre légende. Tu es une légende du Castre Olympique et de l'Uruguay. On accueille une légende du 15 de France. Bonsoir Jean-Pierre Rive. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, le plateau est très beau, mais là Jean-Pierre, tu viens un peu encore élever le niveau. On est très heureux de t'avoir sur notre antenne. On parlait du 15 de France, on était à la fois entre indulgence vous parlez de rugby, non? Oui, exactement. Sur Sud Radio et de cassoulet. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup parlé de cassoulet. Vous êtes au bon endroit. Ah bah oui. On est à la fois entre indulgence et sévérité avec cette équipe de France, Jean-Pierre. Il faut pas être trop sévère parce que c'est facile. C'est facile d'être sévère. Après, Yaka, il aurait fallu. Non. C'est une stratégie. La stratégie de Fabien, moi je n'aurais pas fait ça, mais bon, il fait sa stratégie à long terme. Mais quand une Coupe du Monde, c'est quelque chose d'extrêmement rare. On en joue deux. C'est un moment. Et tous les matchs, il faut les savourer. Et je veux dire que c'est important d'une Coupe du Monde. C'est de jouer tous les matchs. Moi, je ferais ça, j'aimerais jouer tous les matchs. Je trouve que c'est magnifique. Et voilà. Alors, mais ça, c'est une autre histoire. Fabien a décidé de mettre cette équipe devant une équipe remarquable, des gens qui se sont battus avec un cœur énorme et magnifique, tant et si bien qu'ils ont pas laissé le temps aux Français de s'organiser. Si on était parti avec une équipe, peut-être une équipe de départ forte, c'est pas qu'elle n'était pas forte, c'est que il fallait tout, et peut-être que on les secoue un peu pendant 40 minutes, on leur met quelques points et après on peut faire rentrer les gens. Mais là, il faut pas y aller en demi-teinte. Bon, enfin,
Fabien Galtier c'est donc un petit peu trompé selon toi. Non, et puis en plus, Jean-Pierre. il s'est pas trompé. Fabien ne se trompe rarement, pratiquement jamais. Non, mais je veux dire, par respect déjà pour cette équipe du Uruguay, c'est mettre en face une équipe de France. Voilà. Et la meilleure possible du moment. Voilà. Est-ce que c'est le cas? J'en sais rien. Si je le sais, mais j'en sais rien. Et voilà, je crois qu'il fallait partir fort, mettre mettre les choses en place. Voilà. Et après on peut changer. Je sais pas. Mais la question est ouverte. Par respect pour l'équipe, par respect pour tout. Moi, je partirais avec le plus fort possible, et après on fait rentrer des joueurs qui sont plus frais, plus je sais pas, où certains sont fatigués. On pose la question à Rodrigo Capo Ortega. Est-ce que Rodrigo, quand tu vois la composition de l'équipe de France avant d'affronter l'Uruguay, ces très nombreux changements, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu es un peu déçu par cette composition-là côté bleu? Est-ce que tu aurais voulu plus de cadres? Comment tu l'as ressenti, toi, Uruguayen? Non, moi je suis pas déçu. En fait, pour moi, les meilleures équipes, c'est l'équipe qui rentre sur le terrain. Donc après, il y a des stratégies qui s'appartiennent à chaque entraîneur. Les meilleures équipes de France qui pourraient mettre, et pour les matchs contre l'Uruguay, c'est l'équipe qui est rentrée. Après, effectivement, et moi je le dis, et ce qui a manqué, c'était du respect, en fait, parce que quand on respecte à notre équipe, et on peut les mettre 100 points, on les met 100 points. Voilà, c'est ça. C'est qu'ils n'ont pas pu. Ah bah non, mais pas pu parce que en fait l'Uruguay était respecté. Ils n'ont pas pu. C'est le respect par rapport. Il a raison, Capo, c'est par rapport au respect de l'équipe. Et c'est une Coupe du Monde. C'est pas des matchs du mercredi. Ça, faut pas. C'est très important. Et les Coupes du Monde, on n'en joue pas beaucoup. Et même les joueurs veulent tous jouer la Coupe du Monde. Et peut-être que, alors c'est facile de dire quoi que ce soit. Moi, je suis pour que une équipe, que ce soit de France, d'Angleterre ou d'ailleurs, parte avec la meilleure équipe possible. D'abord, c'est le moins qu'on puisse faire en termes de respect pour l'adversaire. Et après, éventuellement, on fait reposer des gens si on prévoit quelque chose, je ne sais pas. Mais un match, c'est l'instant T d'aujourd'hui. Demain, on ne sait pas ce qui se passera. Peut-être qu'il y en a un qui va glisser dans l'escalier, qui va se tordre la cheville. Bien sûr. Vous comprenez? Moi, je pense que par respect du jeu, par respect de l'équipe, d'adverse, et par respect de soi-même, on doit. Mais ça, c'est une stratégie ça, c'est la mienne, qui ne vaut que parce que je dis, c'est tout. Mais je comprends aussi qu'il y a d'autres qui font mettre des équipes en fonction du temps et de la pluie ou de la neige. J'en sais rien. Voilà, ce qui interpelle un peu, on en a parlé dans le débrief hier soir, Jean-Pierre, c'est vrai que ces dernières années, on s'était dit on a une équipe de France qui est devenue tueuse. Ces matchs qu'on avait vus avant l'ère Galtier, où on se mettait en difficulté face à des petites nations, ça nous arrivait plus beaucoup. C'est-à-dire qu'on gardait la maîtrise des matchs comme les grandes nations, comme les Blacks, et on mettait 50 points quand il fallait en mettre 50. On était extrêmement réaliste. Et c'est vrai que ce qui a manqué, alors est-ce que c'est un manque de respect? Je sais pas. Moi, je crois surtout que c'est dû à quand même un match extrêmement plein de cœur des Uruguayens, parce que on regardait les stats hier, on en a parlé tout à l'heure, à la mi-temps, t'as plus de 75% de possession et d'occupation pour les Français. C'est impossible avec des stats pareils à ce niveau de pas avoir tué un match à la mi-temps. Et après, les Uruguayens auraient pas eu cette réaction. Le match aurait été plié parce que le caractère des Uruguayens en deuxième mi-temps, il est exceptionnel. Ils font des temps de jeu, des actions. On est mis en difficulté partout. Mais je rejoins par rapport au caractère. Tu expliqué que tu étais le plus fort. Oui. Non. Et puis, je sais pas, mais ce que je pense, c'est vraiment, c'est pas respectueux par rapport à eux. Je veux dire, c'est comme les matchs du tournoi, on décide que l'Angleterre est moins forte, on va pas mettre une. Non, pour moi, je trouve que l'équipe de France, quand elle se met en place, c'est par respect par rapport à l'adversaire déjà, c'est de mettre la meilleure équipe possible, et puis après on démarrait. Et puis Benoît, le coprésident de Castelnaudary qui est avec nous. Benoît. Oui, quand on parle de respect, je pense surtout qu'on n'a pas respecté le jeu, puisqu'il y a certaines occasions où on aurait dû scorer, prendre les points notamment au pied en première mi-temps.
afin de prendre la confiance et surtout détacher au score les Uruguayens. Au final, on s'est entêté avec des touches, des mêlées à vouloir marquer des essais. On a été contré sur le combat, vraiment au cœur du jeu de rugby, et on n'a pas scoré. Et du coup, les Uruguayens, ils ont commencé à y croire. Et après, comme disait Philippe, ils ont rien lâché, quoi. Rapidement, Julien Thomas. Non, le caractère. Pour moi, il manquait de leadership. On a eu une scène hallucinante hier. On a eu la scène. Il y a une faute pour l'équipe de France. Monsieur O'Keefe, il demande au bleu qu'est-ce qu'on fait, touche, mêlée, qu'est-ce que c'est? Là, il y a Géminet qui montre mêlée. Il y a Astoy qui montre mêlée, il y a Géminet qui derrière monte la touche, et il y a François Cross qui arrive 2-3 secondes après en disant qu'est-ce qu'on fait, les gars? Et en fait, Monsieur O'Keefe, il a parlé à 3 joueurs des Bleus. Et on parlait du capitanat de Jelon, le capitanat, mais quand je regarde le 15 de départ français, qui aurait pu être capitaine? Il n'y a pas un mec que tu te dis, il a la bouteille. Peut-être Lucu. Oui, mais il y a encore, Jelon, il a été en Australie capitaine, mais voilà, tu te dis pas, tiens, il y a au moins une épine dorsale de leader. Rodrigo voulait réagir avant Benoît. Quand il y a un groupe, une envie, le capitaine, il sert à rien. Je te le dis. Ah bah oui. Je propose qu'on continue la discussion dans un instant sur Sud Radio. On fait une toute petite pause, un petit point info en direct de Castelnaudary, et on reprend ça dans un instant sur notre antenne avec Jean-Pierre Yves, avec Rodrigo Caportega, parce que c'est vrai que la question du leadership de ceux qui prennent les décisions en bleu, elle est importante, cette question-là, et on va la développer sur notre antenne. À tout. Groupe Perrault, concessionnaire automobile multimarque, et Castelnaudary et tout le Lauragais au doigt, terre d'Ovalie, de terroir et de gastronomie, vous présente Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Avec toute l'équipe Sud Radio en direct de l'Office de tourisme de Castelnaudary dans l'Aude, avec Julien Thomas, avec Philippe Spanghero, avec Benoît, coprésident du ROC. On est avec Robin Perrault du groupe automobile Perrault. On est avec Rodrigo Caportega, avec Jean-Pierre Rive. C'est une belle équipe. On n'oublie pas évidemment Rémi Dos Santos, Esteban Rania, Quentin Cabanis à Paris. C'est une équipe taillée pour vous parler de rugby dans cette soirée. Mais justement, on va remettre un petit peu tout le monde à jour avec Rémi Dos Santos. Rapidement, Rémi, un point sur la Coupe du Monde. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Et Quentin Cabanis qui effectivement envoie le jingle puisqu'il était prévu. Il a raison. Rémi Dos Santos un peu surpris. un petit peu trop rapide. Désolé. Rémi, un petit point très rapide sur évidemment ce qui s'est passé hier et puis les compositions des équipes ce week-end, puisque ça a été annoncé jusqu'à dimanche. Ouais, évidemment, la victoire hier, on en a longtemps parlé, on l'a vécu sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. La victoire 27-12 sans bonus offensif pour l'équipe de France contre l'Uruguay. Des essais signés Astoy, Movaca et Biel Biarré, qui est désormais le plus jeune joueur de l'équipe de France à avoir joué un match de Coupe du Monde et avoir marqué. On va vite fait réécouter quand même son essai au joueur de l'UBB. On est à moins de 10 mètres face aux perches, ballon écarté pour Arthur Vincent, finalement l'aile avec Biel Biarré, c'est... Allez, celui-là il doit rien à personne. Biel Biarré pour le 3e essai français. Ouais. Voilà, l'essentiel est acquis pour les Bleus. 2 victoires en 2 matchs, mais 8 points. Ce petit bonus offensif manquant, c'est un accro. Il faudra faire mieux la semaine prochaine contre la Namibie. Et au passage, ce match a été très suivi. Près de 12 millions de téléspectateurs. C'est 4 seulement de moins que contre la Nouvelle-Zélande la semaine dernière. Merci beaucoup Rémi Dos Santos. On va parler aussi très rapidement du match de ce soir, Nouvelle-Zélande-Namibie, Esteban Rania, avec des Néo-Zélandais vaincus, on le rappelle, lors du match d'ouverture face aux Bleus, qui voudront réagir et qui alignent une équipe très intéressante. Ouais, équipe très intéressante, puis pas le droit à l'erreur pour la Nouvelle-Zélande. On devrait voir des essais aujourd'hui à Toulouse, puisque de 1, les Blacks n'ont jamais perdu 2 matchs dans la même compétition, et de 2, la Namibie, elle, n'a jamais remporté la moindre partie. Ces deux équipes se connaissent, puisque lors des 2 dernières éditions, elles étaient dans la même poule. Chaque fois, ce sont les Blacks qui l'ont emporté. En 2019, il y avait une petite rousse à 71-9. Et puis aujourd'hui, quand même, il faut le dire, il y a un homme qui rentre un peu plus dans la légende. C'est Simon Whitelock, le futur joueur de Pau. Il fête sa 148e sélection. Il égale le record d'un certain Richie Mako. Seul Halloween Jones est devant avec 152. Côté namibien, il faudra essayer de faire un peu mieux. Ils ont marqué un seul petit essai la semaine dernière contre l'Italie. Et puis, il y a un autre homme aujourd'hui qu'on voudrait saluer côté namibien. C'est Pidgey Van Lille, qu'on connaît bien du côté de la Pro D2, 39 ans aujourd'hui. C'est le plus vieux joueur de cette Coupe du Monde. Il évolue aujourd'hui à Cap-Breton, en Régional 2. Et oui, en Régional 2. Ouais. Donc c'est quand même ça va être magnifique histoire. Merci Esteban et Rémi Dos Santos. Sud Radio, au cœur de la mêlée.
En direct de Castelnaudary, au cœur de la mêlée, avec Rodrigo Caportega, Jean-Pierre Rive. On parlait du leadership de l'équipe de France, de qui dirige cette équipe de France quand Dupont n'est pas là, quand Aldrit n'est pas là, qui a émergé hier. Et quand on avait posé cette question-là à Patrick Soula, à Grégory Lambolet, on s'était un petit peu regardé dans le blanc des yeux, Jean-Pierre Rive, qui a émergé de ce match qui s'est soldé quand même par une victoire non bonifiée, mais qui n'a pas été tout à fait reluisante face à l'Uruguay. Faut pas non plus chercher des poules là où ils sont pas. L'équipe de France hier, ils sont partis gentiment, ça va. On va pas en faire une affaire d'État. Je suis sûr. Moi, je pense qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. C'est bon. Et là, ils ont fait une espèce ils ont essayé de nous faire peur, mais c'est tout. Non, c'est sûr, je rejoins Jean-Pierre, c'est pas une affaire d'État, et puis c'est une victoire quand même, il faut le noter. Le seul bémol, c'est peut-être le point de bonus, qui n'a pas été... le bonbon, Julien Thomas. Bon appétit, Julien Thomas. C'est donc ça, c'est la faute à Alexandre Priam qui met des petits bonbons sur la table. C'est pas vrai. C'est Philippe Spanghero qui les a ramenés. D'accord. Ils sont très bons. C'est recevoir à Castelnaudary. Je me suis arrêté spécialement pour acheter 2 petites boîtes de Haribo. Parce qu'il te l'a demandé. Pas du tout. Mais si, bien sûr que si. C'est de sa volonté et sa générosité. Comme il a toujours été, Philippe. Ah bah voilà, ouais. Non mais on est en train de se restaurer à table dans ce magnifique office de tourisme de Castelnaudary. Parlons rapidement quand même de cette équipe d'Uruguay. Hier, les mots forts d'Andrés Villaseca qui dit: nous jouons des équipes majeures très rarement. Il y a eu une grande équipe qu'on a jouée en 4 ans. Nous n'avons pas cette chance-là de jouer dans un stade comme celui d'aujourd'hui. Il fallait qu'on montre aussi le respect qu'on avait pour ce jeu. Rodrigo Caportega. Oui, c'est tout à fait vrai ce qu'il dit Villaseca hier. Et l'Uruguay, on n'est pas une grande nation, on n'a pas l'opportunité d'avoir des matchs contre des puissances mondiales, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande. C'est un peu embêtant quand même ça. C'est en fait le seul moment où tu peux disputer un match comme ça, c'est dans une Coupe du Monde. Donc voilà, nous on les prend très au sérieux et on le prend comme un apprentissage. En fait, voilà, et apprendre et essayer d'en tirer le maximum contre l'équipe qu'on va jouer, justement pour continuer à avancer. Je pense que voilà, ça a été le cas hier. Et l'Uruguay, comme j'ai dit, meilleur scénario pour commencer la Coupe du Monde, il n'y avait pas. Écoute, pays organisateur, la France, puissance mondiale et stade plein, voilà, meilleur possible. Donc bon, je pense qu'ils sont bien rentrés à la compétition et ils sont vus où ils sont. En parlant aujourd'hui avec les joueurs à l'hôtel, ils me disaient qu'ils se sont très très bien sentis dans les plans physiques au niveau des coups, tu vois, et voilà, ils se sentaient bien aussi dans le plan physique de pouvoir répéter les actions, tu vois. Et donc voilà, c'est encourageant pour l'Uruguay et qui sont en train de très très bien faire les choses. Et voilà, c'est cette Coupe du Monde, ils se sont fixés, voilà, de finir 3e. Et, pour être qualifié à la prochaine directement. Exactement. Et je trouve que voilà, c'est beau. C'est un bon objectif et c'est réalisable. Aujourd'hui, voilà, Uruguay, ça fait un moment qui travaille très 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 bien. Et voilà, c'est arrivé le moment. Ouais, Rémi Dos Santos, une question justement de Rémi pour Rodrigo Caportega. Oui, Rodrigo, justement, tu l'as dit, l'objectif c'est de finir 3e. Hein. Esteban Meneses en conférence de presse l'a encore évoqué hier. Ils veulent marquer l'histoire. Est-ce que tu vois cette équipe capable d'embêter l'Italie comme elle l'a fait hier et voire même de faire mieux? Bonjour. Déjà, c'est possible, mais bon, ça va passer et déjà pour l'obtention des ballons. En fait, l'Italie, c'est une équipe qui aime jouer beaucoup. Et les équipes qui les ont battues, c'est les équipes qui ont eu beaucoup plus l'obtention des ballons qu'eux, ils ont eu. Donc, l'Uruguay, voilà, ça va passer par ça. Avoir les ballons, essayer de jouer un peu partout. Et voilà, et après, faire jouer un peu l'expérience et savoir dans quel moment, en fait, voilà, mettre un genou au sol pour calmer les jeux et respirer. Bien sûr. Et se relancer l'eau. Je reprends les mots, Rodrigo, et je vais poser la question à toi, Philippe, et à Jean-Pierre Rive. Ce problème-là que l'Uruguay n'a pas la chance de jouer des grandes nations tous les jours. C'est même pas tous les ans. Cette chance-là, elle a lieu tous les 4 ans. Est-ce que quand on voit une équipe qui est finalement capable de rivaliser avec les Bleus, est-ce qu'on se pose pas la question d'une réforme de ces rencontres internationales?
J'ai les idées assez claires par rapport à ça et je le dis assez souvent à l'antenne. Et puis quelque part, je fais un petit clin d'œil à Jean-Pierre et au club des Barbarians. Ça a aussi été un des rôles et un des buts des Barbarians d'aller jouer aussi contre des nations qui devaient grandir et jouer plus de matchs de très haut niveau. Mais pour revenir à ça, c'est clair qu'aujourd'hui, je le répète, mais je crois qu'on a changé de monde. On n'est plus dans un rugby d'hémisphère, on est dans un rugby de fuseau horaire et de continent. Les Sud-Africains ont fait exploser ça en rejoignant l'hémisphère nord. On a vu un regroupement assez stratégique entre la Nouvelle-Zélande et le Japon et la zone Pacifique. Donc le point d'interrogation, c'est ce continent américain aujourd'hui, sur lequel on a quand même tout un tas d'incertitudes. Et c'est super encourageant de voir l'Uruguay à ce niveau-là, parce qu'il faut rappeler que sans l'épisode peut-être de l'Espagne, qui pour la deuxième fois, pour des erreurs administratives, peut pas se qualifier. Donc là, l'Uruguay, sans faire offense à l'équipe, mais peut-être c'est 17e, 18e nation mondiale. Quand on voit ce qu'elle est capable de faire contre l'équipe de France, on se dit que quelque part, il y a peut-être une vingtaine de pays aujourd'hui qui sont capables de rivaliser avec les grandes nations. C'est encore trop peu pour avoir un rugby fort. Au foot, par exemple, qui est le sport mondial, on sait qu'il y a 10-15 équipes qui peuvent prétendre être championnes du monde. Au rugby, il n'y en a que 3 ou 4. Et il faut que le niveau s'élève. Et ça passe en partie par un renforcement du niveau sur ce continent américain. Jean-Pierre, le mot de la fin avec toi sur ce sujet. Jean-Pierre Rive, légende du 15 de France sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on regrette forcément cette proximité, ce lien parfois qu'il y avait entre les grandes équipes, les grandes nations et celles qui avaient moins d'habitants, moins de licenciés, et pourtant qui s'affrontaient à l'époque? Il faut rien rejeter de toute façon parce que tout est magnifique. Moi, je trouve que ces nations font des progrès, et puis ils le démontrent pour cette Coupe du Monde. Les Japonais, les Européens, des gens qui maintenant vont aller de plus en plus fort dans le classement. Et puis voilà, il va falloir faire attention. La preuve, ils nous ont donné un petit coup de klaxon et il faudrait pas qu'ils mettent le pied dedans, quoi. Mais tout va bien et c'est un avertissement. Et en fait, c'est quelque chose de très sympathique de voir que finalement le rugby mondial progresse, moi je trouve. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir été avec nous ce soir et c'est toujours un immense plaisir de t'avoir avec nous sur Sud Radio. Puis Sud Radio. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Pierre Rive. On va parler maintenant du rugby audois et du rugby tarnais. De rugby ami ou ennemi dans l'histoire. Voilà, je vois Romain Perrault prêt à prendre le micro. On va ouais, non mais il y a une question quand même à se poser parce que il y a une certaine proximité géographique et je sens que là, Benoît, le coprésident du club de Castelnaudary, est prêt à répondre aussi. Puis on ira poser la question, tiens, un joueur du CO dans un instant. Romain Perrault. Je crois que le Mazamet est dans la poule de Castel. Oui. Et que le dernier match qui s'est passé, ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Ouais, je crois que notre réalisateur est Mazamet, hein, attention. Ça c'est bien, ils se sont bien reçus les uns et les autres, quoi. Et je pense que non, il y a pas de compétition entre les Tarnais et les Audois. Les Audois, non. Je sens du second degré quand même. Dans la poule là, en Fédéral 1, c'est vrai qu'il y a Castelnaudary, il y a Gaillac, Mazamet et Lavore. Lavore, ouais. Si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai qu'il y a cette proximité qui fait qu'on est au contact, à leur contact. Et après, pour vraiment répondre très clairement, non, on est même très proche ici à Castelnaudary de Castres, puisqu'on est rentré dans le 100% région, hein, qui est à l'initiative donc des Castrés, afin de pérenniser le rugby sur le territoire. Et donc on est très fiers et on revendique même d'être plus Castré qu'autre chose. Mais ton père, il a pas entraîné Mazamet aussi? Mon père a entraîné Mazamet aussi. Oui, voilà, oui. Moi, j'y ai joué aussi. J'ai joué à Gaillac. Voilà. Il y a une certaine proximité. Bonsoir, Baptiste Delaporte. Bonsoir. Oui, troisième ligne du Castres Olympique. On est avec Rodrigo Caportega qui a fait un sourire tout de suite en t'entendant dire bonsoir. Baptiste, déjà bien, il est là. Salut tout le monde. Ça va et toi? Ça va très bien. Voilà, vous êtes sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, aussi la radio de tous les rugby, notamment du Top 14. Quand on est joueur du Castres Olympique, on est dans un club qui est très important pour le Tarn, mais pas seulement. Baptiste Delaporte, on a beaucoup de jeunes du coin qui ne choisissent pas tous
la case Stade Toulousain vont aussi au Castres Olympique, à Carcassonne, à Narbonne, à Castelnaudary aussi, pour aller dans les hauts niveaux, Baptiste. Oui, et c'est d'ailleurs le projet aussi du 100% région, comme vous venez d'en parler. C'est de pouvoir garder les talents au maximum proche de nous et pouvoir un jour peut-être les faire évoluer au plus haut niveau et pourquoi pas au Castres Olympique en top 14. Et justement, ce Castres Olympique, est-ce que quand on est joueur, quand on est sur le terrain de Pierre Fabre, on voit les supporters, ils ne sont pas tous castrés, ces supporters, ils viennent d'au-delà aussi, Baptiste? Oui. Après, bon, quand même, il y a quand même une forte base de castrés, mais c'est vrai que ça fait plaisir aussi de croiser des gens de d'autres villages, d'autres villes. Ça fait toujours plaisir aussi de voir que des Mazamétains et de plus en plus nous encouragent, même si ils ont quand même un de leurs joueurs phares qui joue au Stade Toulousain, qui est Thomas Ramos. Mais voilà, oui, bien sûr, ça fait plaisir de compter de plus en plus de personnes dans nos rangs. Je pense qu'aussi on est une équipe qui est quand même assez attachante et une équipe où beaucoup de personnes dans le Tarn et dans les petits territoires un peu campagnards et un peu oubliés de vers chez nous se reconnaissent. Donc voilà, on représente aussi ce rugby et le stade est quand même un joli stade où on peut passer de bons moments. Effectivement, Romain Perrault voulait réagir. Oui, et en plus, Castres, c'est un club attachant, mais c'est aussi un club performant, puisque sur ces 10-15 dernières années, ils ont été souvent en phase finale et en finale, et ils ont gagné. Donc, c'est quand même... 4 fois en 10 ans. Ouais, 4 fois en 10 ans. Et tu peux rajouter... Rodrigo Caportega. Et c'est vraiment... Ouais. Et tu peux rajouter... Vas-y, Capo. Oui, et tu peux rajouter, pour finir, ce que vous êtes en train de dire, qui est, depuis qu'il y a les top 16 et les top 14, il y a que 3 équipes qui jamais ils sont descendues en Pro 2, et que c'est Toulouse, Clermont et Castres Olympique. Donc voilà, ça parle très très bien par rapport à la performance que tu viens de dire. Que ça continue longtemps. Bien sûr. Oui, on a un réalisateur qui est passé par... Oui, Baptiste. Ce qui est surtout important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, dans un rugby qui est de plus en plus un rugby de métropole et avec des budgets de clubs de plus en plus conséquents, aujourd'hui on est 12e budget, on veut toujours performer et depuis 10 ans, je pense pas qu'on a dépassé peut-être le 10e budget et on arrive quand même à se mettre en face de ces équipes, à performer et à toujours essayer de viser un top 6, un top 8 et on ne déroge pas de cette ambition-là. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi qui est beau à Castres. Grâce à la chaîne Twitch de Sud Radio, on te voit, du coup, nous, de l'Office de tourisme de Castelnaudary. Donc, du coup, on te fait un petit coucou, Baptiste, puisque tu dois nous voir aussi, a priori. Voilà. Ouais, je vous vois. Vous êtes bien attablés, là. Et ouais, on est bien attablé. On n'a pas encore vraiment commencé à dîner, mais ça va pas tarder. On est aussi avec Quentin Cavnis, notre réalisateur sur Sud Radio, qui connaît bien le coin, Quentin. Ah oui, un petit peu, ouais. Oui, moins que Baptiste, parce que lui, il est 100% tarné dans son parcours, en tout cas, entre la Bruyère et Sarragout. Et il a visité un peu de pays, mais oui, c'est sûr que quand on est autour de Castres, au périmètre très proche de Castres, tout le monde est derrière ce club-là, surtout depuis que des clubs comme Mazamet ou Grouillet, etc., Lavore sont descendus dans des niveaux plus bas. On sent que c'est vraiment le club de toute une région et le soutien pour cette équipe est complètement folle. Je rajouterais que vraiment c'est un gros travail que j'ai pu accompagner parce que j'ai eu la chance de commencer à travailler avec ce club en 2011 et c'est comme ça que on s'est encore davantage rapproché avec Rodrigo et honnêtement il y a un rapport très fort du club sur son territoire. C'est un vrai enjeu et un exemple pour les autres clubs pro puisqu'il y a un vrai sujet sur l'appauvrissement des bassins par les clubs pro qui vont chercher les jeunes de plus en plus jeunes et parfois au détriment de la formation sur les clubs de bassin et ça c'est un sujet auquel le CO est très attentif. Et vraiment c'est le travail du Castres Olympique est à saluer et Rodrigo fait partie des ambassadeurs justement de ce programme 100% région dans lequel le club de Castelnaudary est impliqué.
Petit détour vers notre journaliste Esteban Arania, qui est albigeois. Alors là, pour le coup, oui, j'ai vu Rodrigo qui s'est redressé. Esteban, attention à ce que tu vas dire. Octogone. Bon, avec Rodrigo, ça va être compliqué l'octogone. Je voudrais pas lui faire mal. Non, Il a dit je rigole très vite quand même derrière. Non, mais c'est vrai que quand on est à Castres, il y a une ferveur de toute la ville derrière le club, puisque, comme je te disais, Alex, il y a que ce sport de rugby qui est à haut niveau dans la ville. Il y a pas de foot, il y a pas de basket, il y a pas de volley. Enfin, il y en a, mais c'est pas au meilleur niveau français. Donc forcément, il y a un engouement qui est pris. Et puis je faisais le parallèle avec Brive. C'est des plus petits clubs entre guillemets. Où c'est très dur d'aller gagner. Castres a été invaincu à Pierre Fabre pendant plus de 3 ans, je crois. Donc c'est ça qui fait encore un rugby atypique. Faut dire ce qui est aujourd'hui, parce que c'est compliqué d'évoluer dans l'atmosphère rugby, et Philippe en parlera mieux que moi au niveau géopolitique. Donc Castres, c'est encore le village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, même si c'est difficile de garder des joueurs à terme. On revient dans un instant sur Sud Radio. On va développer justement cette idée-là avec toute la table, avec tous nos invités. Baptiste reste avec nous, Rodrigo aussi, et on va parler justement ensuite un peu plus en longueur sur la saison du Castres Olympique, sur les objectifs du club tarnais. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. En direct de Castelnaudary avec Julien Thomas, Félix Panguero, Benoît du club de Castelnaudary du Roc, avec Robin Perrault du groupe Perrault. On en parlera dans un instant, tiens, de ce groupe et de cette réussite familiale. On est avec Rodrigo Caportega et Baptiste Delaporte du Castres Olympique. Très heureux de vous avoir tous les deux avec nous ce soir. À maintenant 35 minutes de Nouvelle-Zélande, Nabibi qui sera en intégralité sur notre antenne, aussi en direct sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio, et on peut voir vos questions, donc n'hésitez pas à venir nous les poser. Baptiste, ce début de saison n'a pas exactement commencé. Alors il y a eu que 3 journées pour le Castres Olympique. C'est vrai que la saison dernière c'était particulièrement difficile pour le club tarnais. Ça a un petit peu mieux quand même bien mieux commencé sur ces 3 premières journées. Ça c'est quand même un point très positif, Baptiste. Oui, complet. Après, dans la continuité de notre fin de saison l'an dernier, où on a eu un regain de confiance et surtout de performance. C'est vrai que c'est un peu un profil comme un peu à la contre-la-montre quand tu fais le Tour de France. C'est 3 matchs, c'est un sprint quoi. Donc on a dû se préparer vraiment sérieusement et tout laisser à chaque match, parce qu'on savait que il allait pas avoir de suite et qu'on allait avoir 2 mois de coupure. Donc ça nous a plutôt bien réussi. Avec une petite déconvenue quand même à Bordeaux où je pense qu'il y avait la place quand même, mais on repart avec un point et on s'était fixé de finir avec 10 points et aujourd'hui c'est ce qu'on a fait. On est à 10 points, on est troisième de stop 14, ça nous permet de bosser sur les 2 mois assez sereinement et pas avec un couteau sous la gorge. Même si c'est un peu faussé ce début de championnat, mais bon, je pense que si tu passes 2 mois en étant 12e ou 11e, c'est pas pareil que si tu le passes dans le top 6 quoi. Les points sont pris par contre, ça c'est essentiel. Quand tu repars sur une seconde mi-saison, intersaison et que tu dois après enchaîner un nombre incalculable de matchs, je crois qu'il y en a une dizaine qui vont 15 je crois 15, donc ça va être un marathon. 15. Ouais, et comment le club double prépa là. Double prépa, et ça c'est quand t'es joueur t'es content. Baptiste, deuxième prépa consécutive. Rodrigo il fait la moue derrière, il se dit c'est vrai que c'est pas évident. Non, c'est pas. Deux prépas du coup. De prépa. Quel enfer. Mais après, pour venir le début des saisons des Castres, c'est super, parce que les premiers matchs contre Pau, c'est un match que tu perds très dur. Très très bien quand tu prends cet essai à 1 minute et demie à la fin. Et déjà, on a commencé à avoir un beau visage de cette équipe, et une équipe et qui se serre les coudes, qui lâche rien, et un bon état d'esprit. Ils sont rien lâchés. Ils ont eu cette pénalité à la fin. Popelin, il a mis les 3 points. C'est un match que tu gagnes. Après, tu vas à Bordeaux, où tu prends ces points de bonus, et après, tu finis en beauté, en maîtrisant ces matchs qu'on travaille de A à Z, en mettant, notre vrai jeu en place. Un jeu de bonne défense, occupation, travailler plus que les autres, et prendre les points quand tu peux prendre les points, et bien construit. Donc super, et je pense que là, ils vont être sereins pour bien travailler et bien préparer la suite.
Merci beaucoup Baptiste Delaporte d'avoir été avec nous et très belle saison et du coup très bonne seconde prépa. Voilà, ça va pas être évident. C'est cool, on va s'accrocher. Il faudra écouter Sud Radio. On vous donnera des petits messages d'encouragement et dans un instant, tiens, on répondra à Vince Gers Lombez. Tiens, je sens que c'est Lombez, ça m'attend. C'est dans la poule de Castelnaudary justement. Question, le rugby à 13 a-t-il perdu de son influence dans le Tarn et l'Aude? Tiens, on y répondra dans un instant sur Sud Radio parce que c'est vrai que c'est une très belle terre de rugby à 13. Merci beaucoup Baptiste Delaporte d'avoir été avec nous et on continue de vivre rugby du côté de Castelnaudary. À tout de suite. Castelnaudary et tout le Lauragais audois, terre d'Ovalie, de terroir et de gastronomie vous présente Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Sur Sud Radio, en direct de l'Office de tourisme de Castelnaudary avec Rodrigo Caportega, Julien Thomas, avec Robin Perrault, avec Philippe Manguiro et vous au 0826 300 300 et sur la chaîne Twitch de Sud Radio. Tiens justement, on avait une question pour Esteban Ragnon, notre 13liste sujet chez Sud Radio. Est-ce que le rugby à 13 a perdu de son influence dans le Tarn et l'Aude? Esteban. Bonne question. Je pense qu'on peut généraliser tout ça. Le rugby à 13 a perdu de son influence tout court dans le championnat français. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire qui a été interdit pendant la guerre, etc. Mais ça revient petit à petit. On a le club historique d'Albi qui est désormais dans l'élite aujourd'hui. Et puis après, on a toujours eu ces clubs phares de l'Aude, Carcassonne, Limoux, Lézignan, ce sont des clubs historiques. Donc ça reste, même si ça reste presque un championnat national, je vais dire d'Occitanie. Mais non, ça reprend. Puis il y a surtout les Dragons catalans à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, qui eux sont deuxième de la Super League. Et donc il y a une vraie proximité entre ces deux rugbyes du côté des PO et de l'Aude aujourd'hui. Ça marche main dans la main. À Perpignan, ça marche bien dans la main. Merci Esteban d'avoir répondu donc à Vince Gers Lombez qui nous dit quand même très clairement Lombez Sabatan qui reçoit l'île Jourdain à 20 km de distance ce week-end. Poule où il y a le Mazamet de Quentin, le Castelnaudary de Philippe Manguiro et le panier de Johan Huget. C'est ça. Ouais, le panier de Johan Huget. Donc c'est quand même absolument magnifique. Hein, il suit vraiment le club de Pamiers, Johan. Le rugby club à Pamiers, hein, c'est ça, le Sporting Club à Pamiers, il me semble. Voilà donc pour ce petit mot de Vincent qui nous suit régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est vrai que tous ces noms, Robin Perrault, voilà, même dans le rugby à 13. Il y a le groupe Perrault au soutien derrière, et je reprends votre phrase, hein, ensemble et en confiance pour une même passion, parce que le rugby à 13 ou à 15, il y a de toute façon le groupe Perrault automobile. Et à 7 aussi. Et à 7 aussi. Et on va en parler du 7 dans un instant. Voilà. Donc nous, c'est vrai que, moi, je vous le dis comme tout à l'heure, je suis meilleur et on est meilleur mécène que joueur de rugby, parce qu'on a arrêté tôt. On a joué étudiant, mais après on s'est arrêté. On est meilleur en troisième mi-temps aussi. Voilà. Mais bon, après, ça se dit pas. À quel point vous aidez ces clubs? Combien de clubs vous aidez? Je pense qu'on aide 30 ou 35 clubs. Entre 30 et 35 clubs suivant les années. C'est absolument colossal. Alors, si vous voulez, la région, alors, au départ, on est dans l'Occitanie. Dans l'Occitanie, on commence à Béziers, on fait Narbonne, on fait Gruissan, on fait Le 4. On s'arrête à Lézignan à 13. Bon, après, je continue. Je peux m'arrêter à Carcassonne. À Carcassonne, il faut faire attention. On aide les deux clubs. Ah oui. Puis on aide. Faites pas de choix. À SEC 13 et l'USEC. Bon, après, il y en a d'autres. Il y a le ROC, bien entendu. Je suis un grand mécène. Mon père l'était. Ça fait très longtemps on aide Castres parce que c'est le club phare. On est arrivé à Castres en 2008. Donc au début on a regardé un peu, on était un peu sponsor et puis on a accéléré grâce un peu à Philippe. Il faut dire que tu es à l'initiative quand même du partenariat national de Renault avec le club. Oui, puisque un soir on a torpillé le directeur marketing. Avec du Corbière. Non. J'ai oublié Corbière à 15 aussi. Ah bah voilà, je dis un mot et boum, partenariat. De Gérard Bertrand. Ah bah oui, on sera chez lui demain à l'Hospitalet, tiens, en direct sur Sud Radio à Narbonne. Et puis c'est bon ça. Et on va jusqu'à Marmande en fait. Mais attends, Marmande Victor Labat, c'est l'ancien club de Victor Labat qui est coach chez vous, non? Si je dis pas de bêtises. Et Victor Labat était à Saint-Sulpice-sur-Lez. Ah oui, Saint-Sulpice-sur-Lez, pardon. Oui, tout à fait. Et on fait même à Sainte-Livrade, mon ami Jean-Claude Bonetti. Voilà, donc et puis on a, sans oublier l'Ariège, mais en Ariège on est à 13 et à 15 aussi. Ah, donc. Voilà. Et après on aide deux clubs de rugby à 7, le 4 Ginette
et Eric de la famille Spanghero qui s'occupe très bien du set en Ariège. Bah tiens, aujourd'hui il y avait la première étape du Super 7 et on a l'UBB 7 qui a battu en finale Monaco 19-17. Voilà, c'est un petit résultat glissé par Antoine Mazer. On le disait, hein, le groupe Perrault, c'est beaucoup de marques aussi, et c'est un groupe qui rayonne dans toute la région. Oui, bon, la région, on n'est pas les seuls groupes de la région, mais bon, disons qu'en Occitanie, on commence à être très bien implanté. Puis on va jusqu'à Marmande, jusqu'à Villeneuve-sur-Lot aussi. Voilà. Enfin, on monte à Brive. Enfin, j'ai oublié Brive, on aide aussi un peu Brive. Enfin, voilà, quoi. On est un peu partout. Bon, on a 36 showrooms et établissements. Il y a 700 personnes dans le groupe. Bon, après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le tient familialement, ce truc-là. C'est une passion. Et je trouve que ça va bien avec les valeurs du rugby. Notre façon de manager correspond un peu aux valeurs du rugby, quoi. On est la solidarité, la proximité, voilà, et la compète, parce qu'il faut être un peu compète. Ah bah bien sûr, oui. Si on est là depuis 80 ans, c'est qu'on est compète, quoi. Et c'est là-dessus où Sud Radio rejoint aussi ses valeurs, parce que on fera une petite compète, tiens, dans quelques instants sur notre antenne. Tiens, tout à l'heure j'ai entendu Béziers. On va prendre la direction de Béziers. Tiens, justement, c'est absolument parfait. On va prendre la direction de Béziers avec un auditeur. C'est Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir tout le monde, bonsoir toute l'équipe. Je vous sens très motivé. Qu'est-ce que vous êtes bavard. Ouais, c'est vrai qu'on t'a fait attendre. Excuse-moi Cédric, toutes les excuses. Bah écoute, comme ça t'écoutais aussi Sud Radio via le téléphone. Bon, c'est pas exactement la même qualité, mais voilà. Et on te suit aussi sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio. Tu voulais revenir sur quoi? Sur le rugby du coin ou sur l'équipe de France? Déjà sur l'équipe de France, je pense qu'en fait tout le monde est un petit peu dur avec l'équipe de France, alors qu'en fait elle aurait eu une défaite, ça aurait été encore plus dur pour eux. Bon, là il y a une victoire, j'estime qu'en fait ils ont fait le taf. C'est vrai qu'ils ont été un petit peu plus souples. Je pense, moi c'est mon avis, ils ont été dans l'entièreté de la personne qui avait en face. Le but c'était pas de les humilier, le but c'était de gagner et de faire du bon jeu. Pour moi, j'ai vu le match, j'ai adoré. Il y a des erreurs, c'est vrai, il y a des erreurs d'arbitrage aussi. C'est vrai, mais bon, c'est pas dramatique, les erreurs y étaient quand même. Mais sur le fond et sur la forme, je trouve qu'en fait, tout le monde s'est bougé. C'est vrai qu'ils ont fait tourner, puisqu'il y avait que 3 joueurs qui étaient titulaires de la première équipe. Donc après, voilà, ils ont fait tourner un petit peu. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Après, en aparté, parce que je voudrais faire une petite parenthèse. Je sais pas si vous en avez parlé, mais une chose sur laquelle je suis très fier et dont je voudrais vous parler, c'est l'équipe de France militaire, qui est devenue championne du monde de rugby. Ah bah oui, on en a parlé sur Sud Radio. On a même fait le match en direct. Voilà. Alors, je ne savais pas que vous l'aviez en direct, mais bon, mon neveu jouait. Et il était numéro 7. Et effectivement, ils se sont donné à manger du soutien. Et il a mangé quelques baffes aussi, hein, parce que c'était. Oui. Mais c'était très beau match, un très très beau match. Et voilà, on est l'équipe de France militaire championne du monde. Là, si on pouvait continuer dans la lancée, je serais très fier aussi. Après, je pense qu'il faut pas tirer sur le maillot de l'équipe de France par rapport à hier. C'était un match qui a été quand même très dur par rapport aux All Blacks. Je pense qu'ils se sont donné une souplesse et qu'ils pouvaient se le permettre. Alors même s'il y a eu quelques erreurs, je pense qu'il faut savoir de temps en temps passer l'éponge, surtout qu'il y a une victoire à l'arrivée. Ah oui, non mais c'est vrai que c'est cette victoire. Julien, je te sentais... Alors, est-ce que tu es d'accord avec les propos de Cédric ? Oui et non. Oui. Vas-y, parlons vrai. Non, mais oui, parce que c'est une victoire, bien sûr. Nous, on analyse un peu plus profondément dans le jeu, le jeu offensif qu'ils ont pu produire, mais qui m'a déplu. Mais c'est surtout que cette équipe du Uruguay a fait le match parfait pour que les Français ne puissent pas leur mettre 80 points. Par contre, après un joli match, là, je suis un peu moins d'accord. Du fait du contenu, par contre, l'Uruguay... Est-ce qu'on aura le même match ce soir entre la Nouvelle-Zélande et la Namibie, par exemple ? Je pense que non. Je pense que ça va être un peu plus large le score et un peu plus en faveur de ces Blacks, même si l'Uruguay a battu la Namibie difficilement. Oui. On a battu la Nouvelle-Zélande, voilà. Oui, bon, mais si je gagne au bout le fil, qui a gagné. Bien sûr. Marco Foyo, je suis champion du monde de pétanque. Non, je mettais une pièce. C'est différent. Bien sûr Cédric. Justement, tiens, petite question à Rodrigo. Rodrigo, là comme ça, de ton œil extérieur, est-ce que quels sont les favoris pour toi dans cette Coupe du Monde ? Est-ce qu'il y a la France ? Combien de nations sont capables d'aller chercher le titre selon toi ? La France, bien sûr, évidemment.
Pour moi, aujourd'hui, on attend des gens qui mettent en cause. Après, voilà, les matchs contre l'Uruguay, si la France, ils vont pour être champion, pour moi, ils ne font pas mettre en cause ça. Oui, pour moi, ils vont arriver au bout. En tout cas, c'est tout ce que je les souhaite. Et après, toi, voilà, les favoris d'habitude, tu vois, l'Afrique du Sud, l'Irlande, toi, les Blacks aussi. Bien sûr. Et après, à l'équipe que j'ai vu jouer un seul match, c'était l'Angleterre. Et ils étaient outsiders de tout. Et ils sont donnés en belle surprise. Donc voilà, j'aimerais les voir plus en profondeur et voir qu'est-ce qui se passe. Les Argentins les ont drôlement remis en selle. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu l'Angleterre à ce niveau tactique. Et moi, surtout, ce qui m'a surpris, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le retour en forme au bon moment des leaders. Parce qu'on voit que tous les leaders de cette équipe d'Angleterre, qui étaient complètement inhibés depuis des mois, depuis la sortie d'Eddie Jones, il n'y avait plus de leadership dans cette équipe. Sur ce match, ils se sont tous révélés. Courtney Lawes, Itoje, Ford. Enfin, honnêtement, j'ai été très impressionné par le match de l'Angleterre. Et c'est surtout la surprise qui peut être de l'Angleterre, parce qu'on ne les attendait pas peut-être à ce niveau en Coupe du Monde. L'Argentine, qu'on prétendait peut-être finir dans un carré de cette Coupe du Monde, et finalement est passé totalement à côté. Mais une autre surprise, c'est peut-être les Fidjiens. Fidjiens, attention. Je pense qu'ils peuvent, sur la longueur de la compétition, peut-être se cramer, mais s'ils gagnent le prochain match face aux Australiens, attention. Parce que s'ils gagnent pas, ça va être compliqué. Ah oui, ça c'est pour eux, c'est un match couperé et un match décisif. Après, pour revenir à l'Angleterre et l'Argentine, et les tendances, ils sont inversées. En fait, avant, c'était les Argentins tout le temps, en fait, outsiders. Et à l'Argentine, ces rôles-là, ça les va très bien. Sauf que l'Argentine, aujourd'hui, voilà, ils visent plus haut. Et pour viser plus haut, pour moi, il va falloir qu'ils apprennent à assumer, en fait, leur statut des favoris, tu vois. Que c'est quelque chose de dur à porter. C'est pas facile. Ah bah non, c'est sûr. Travail. Et je pense que, voilà, on a pu le voir très bien. Comme tu as dit, Philippe, voilà, l'Angleterre, on a vu le leader. Ils étaient outsiders, ils sont arrivés à se transcender. Les Argentins favoris. Donc, voilà, ils sont pas su gérer ça. Et, voilà, ils sont passés à côté de leur match. On a une question d'Esteban pour Félix Panguero sur l'Angleterre. Esteban. Ouais, j'avais une question pour Philippe. Est-ce que le fait que Farrell soit suspendu, c'est pas ça qui a libéré le jeu aussi de l'Angleterre? Est-ce que finalement Farrell, c'est pas un poids pour cette équipe? Ben écoute, c'est une bonne question à se poser. Quand je vois à quel point Ford a pris la main sur cette équipe, a pris le leadership et surtout dans la stratégie au départ, dans le jeu au pied, dans le jeu d'occupation et de pression de cette équipe d'Angleterre. Je l'ai trouvé complètement libéré, les leaders aussi. Donc j'ai pas la réponse, mais en tous les cas, la question elle mérite d'être posée. Et quoi qu'il arrive, d'un point de vue du management, ça va être compliqué de remettre Farrell après ce match de Ford. Donc voilà, c'est des faits de jeu, de match, un carton qui fait qu'un mec émerge, prendre cette place du sautoir en 2007. S'il n'y a pas Vermeulen qui se blesse, il est peut-être pas sélectionné. En 2 matchs, on découvre un mec qui fait 37 plaquages dans un match. Là, c'est Ford qui a enfin sa place. Tu peux mettre 10-12. Ouais, mais tu sais, ça j'y crois moyen parce que d'abord c'est pas des spécialistes du poste, même s'ils peuvent y jouer. Regarde quand on a voulu ménager la chèvre et le chou, nous, avec Romain Ntamak et Mathieu Jalibert. En essayant de mettre tout le monde sur le terrain. Ouais, à un moment, ça marche pas. Faire, les Français. Les Anglais sont un peu plus spécialistes de ça. Maintenant, Ford a pris les clés et a saisi sa chance. Hein. Là, pour moi, tactiquement, il a été monstrueux. Et en plus, quand tu tentes des drops, et il en met 3, franchement, c'est que tu es en confiance. Donc, Cédric veut réagir. Il a saisi. Oui. Cédric de Béziers. Oui, je vous écoute. On t'écoute, je sentais que tu voulais réagir sur l'Angleterre. En fait, moi sur l'Angleterre, en fait, je suis pas fan de leur jeu et c'est vrai que je suis un petit peu embêté quand je les vois jouer parce que on sait jamais trop ce qu'ils font ces derniers temps. Il y a pas une équipe qui est relativement construite depuis cette énorme désuétude lors de la dernière Coupe du Monde quand ils se sont fait éliminer par les Japonais, je crois, hein, c'est ça. Et là aujourd'hui
ils essaient de se reconstruire, mais je suis d'accord avec un des éditos qui était avec vous, qui disait qu'effectivement, depuis que il y a plus Wade Farrell, ça a changé un petit peu quelque chose. Après, moi, j'aime pas la façon dont il joue, et étant un fervent supporter du Stade Toulousain, effectivement, je suis pro-chauvin et pro-français, et je permettrai pas trop non plus de parler sur l'équipe d'Angleterre, que je connais pas très bien. Je les connais surtout quand ils sont en face de nous, et que on leur voit des comment on appelle ça, des fautes, mais qui ne sont pas sifflées, et nous les nôtres, on les voit pas, et elles sont sifflées, donc c'est un peu bizarre. Voilà. Bon, merci Cédric d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On t'envoie le magnifique livre. Ah bah on est très content de t'avoir eu aussi. Le magnifique livre de Daniel Herrero, le dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes. Il vient de sortir et Sud Radio te l'offre. Voilà, on va t'envoyer ça. Voilà. Merci beaucoup. Je suis super content. Écoute, c'est un grand plaisir pour nous, la radio de la Coupe du Monde de rugby. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va faire un qui je suis. On va offrir ce ballon avec ce ballon Gilbert avec le logo Sud Radio. Vous allez voir, je vais vous expliquer dans un instant. À tout de suite. Castelnaudary et tout le Lauragais audois, terre d'Ovalie, de terroir et de gastronomie, vous présente Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. En direct de l'office de tourisme de Castelnaudary avec le groupe Perrault, et on a changé la disposition de la table. Vous pouvez le voir sur la chaîne Twitch de Sud Radio. C'est les chaises musicales. Ah oui. Et d'ailleurs, il va falloir enlever le chat puisqu'on peut le voir, et le chat est extrêmement fort dans le qui je suis. On va vous expliquer un petit peu les règles. Alors les équipes ont été changées, mais d'abord Alain Chabat quand même qui participe en direct. Alors, ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable ça. On va vous expliquer les règles dans un instant, mais d'abord jingle. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. Voilà comment on se présente. C'était le CRS sportif. Ça fait rire, évidemment Benoît, le coprésident du ROC. Il y aura deux équipes ce soir. Il y aura à ma gauche, sur notre rangée, le groupe Perrault avec Robin Perrault, avec Rodrigo Caportega et avec Alexis Pellissier. Alexis Pellissier qui est au marketing, c'est ça? Non, directeur de la concession de Castelnaudary, Carcassonne et Limoux. Et voilà, le marketing, je me suis trompé. C'est toutes mes excuses. Et en face de nous, alors là, c'est un peu la Dream Team Sud Radio. Il va falloir qu'on soit très fort, je vous le dis. Face à nous, Julien Thomas, Félix Panguero et Benoît donc du ROC. Comment ça va se passer? Je vais vous donner des indices. Il va falloir trouver le joueur auquel je fais référence. Je vais surtout faire très attention que vous ne voyez pas mon téléphone, parce que tout est sur mon téléphone. Donc il va falloir que je me recule un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a à gagner aujourd'hui? Il y a ce ballon Gilbert avec le logo Sud Radio. Il ira soit dans une concession du groupe Perrault, soit il ira au ROC. Ah là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Attention, palpable. On va commencer. Tiens, avec un joueur qui est né à Rouen. Je suis né à Rouen. J'ai commencé ma carrière pourtant à Gaillac. À Gaillac en junior, avant d'être formé à Albi, puis à Oyonnax. À Oyonnax, je commence ma carrière professionnelle où j'évolue jusqu'en 2015 avec un certain Christophe Furiot, ça doit vous parler. Je fais 110 matchs Antoine Tichit. En studio, c'est trouvé. Antoine Tichit, bravo Benoît. Et j'ai fini ma carrière au Castres Olympique, où j'y suis toujours d'ailleurs, au Castres Olympique. Je fus un international moins de 20 avec l'équipe de France. Antoine Tichit, 1 point pour le ROC. Il va falloir, oulala. Ça va pas être évident. Attention ça. Après j'ai pensé qu'il fallait attendre. Oui, c'est fini ça. Alors on peut considérer. Alors c'est vrai que j'avais pas expliqué ça. C'est le plus rapide. C'est le plus rapide. Le goyen, ça commence, d'accord. Donc, écoute, on va considérer que c'était un tour de chauffe. Donc toujours 0-0. Allez, ça y est. Et voilà, mais oui, c'est la mafia. Ah, mais c'est parce que Rodrigo fait plus peur que les autres, c'est pour ça. On a Monsieur Pierce à l'arbitrage. J'ai commencé ma carrière à l'US Abbas, puisque je suis né à Dax, où ensuite j'ai évolué chez les jeunes à Pérorade, dans le sud des Landes. Pérolong ? Non.
Attention, ils sont vraiment extrêmement rapides. C'est vrai que à ma gauche il n'y a pas de micro. C'est vrai qu'il y a 2 micros à 1. Il faudrait que fais-moi signe. Mets-toi à côté de moi. Ah bah non, parce que non, tu vas avoir mon téléphone. Non. J'ai commencé ma carrière chez les pros à Bayonne entre 90 et 96 avant d'aller à Brive entre 96 et 2000, puis à Agen. Et puis enfin un retour à Bayonne entre 2000 et 2004. J'ai fini ma carrière à Saint-Médard. Je fus un très grand joueur de l'équipe de France. Un joueur qui a marqué les esprits. Un joueur qui a fait 37 sélections entre 96 et 2001. La maison. Titou, la maison. 1 point pour le Rock. Oh, ça va pas être facile, hein. Ça va être extrêmement difficile. Bon, il faut pas de Fanny, là. Ouais, non, alors là, Fanny, c'est embêtant. Attention. Et encore une fois, Alexandre, le chat est très très bon. Ah oui, nous on le regarde pas, on l'a enlevé parce qu'effectivement, il y a une concurrence qui est absolument folle. J'ai commencé ma carrière à l'Avamafoa RC, chez les jeunes. Puis, je suis arrivé à Colomiers. À Colomiers entre 2015 et 2017, où je joue en junior et en espoir avant d'être repéré par Clermont, où je joue 5 saisons de 2017 à 2022. Je suis aujourd'hui un joueur de l'Union Bordeaux-Bègles. J'ai 14 sélections. Je mesure 1m83. Moefana. Non. Mais on est très proche de l'idée. Je ne suis pas Yoram Moefana puisque je suis un avant. Un avant. Un pilier même, on pourrait le dire. Un pilier, effectivement. Qui peut être inscrit en tant que talonneur ou pas? Non, pas Jefferson Poreux. Non, pas Jefferson Poreux. N'en dis pas plus, Quentin. J'ai joué hier, j'étais titulaire. Non, j'ai joué, je sais pas si j'étais titulaire. J'étais face à l'Uruguay hier. Falatea. Sipili Falatea. Ouais, là c'est pas évident. On sent que le groupe Perrault est un petit peu en souffrance. 2-0 pour le Rock. Ouais, c'est pas évident. On continue. En haut de l'affiche, tiens. J'espère que les Perrault seront meilleurs, les portes ouvertes. Alors là, attention, celui-là, il est quand même assez technique. Il est même très très technique. Et je suis obligé de taper son nom qui est très long. C'est déjà un indice. Hein. C'est déjà un indice que je peux vous donner. Voilà. Nous l'avons reçu sur Sud Radio. Il y a quelques temps. Je suis à Montevideo. J'ai commencé ma carrière pourtant en France, au CA Bordeaux-Bègles. À l'époque à Bègles. Arbizou. Non. Entre 2002 et 2003. J'ai joué ensuite au Stade Français Paris. Bado. Juan Carlos Bado. Et il est où le long, le mot, il fallait écrire Juan Carlos Bado, c'est long. Juan Carlos Bado, c'est long, je suis désolé. Non, c'est un indice, Bado. Bravo, Rodrigo. Voilà, pas Fanny. Le groupe Perrault n'est pas Fanny. Là, attention, on va sur quelque chose de très difficile. J'ai commencé ma carrière au Castres Olympique alors que je suis né à Libourne. Au Castres Olympique, je fais un match entre 2005 et 2006 avant d'aller, toujours dans le Tarn, à Albi où je fais 75 matchs en 4 ans. Je vais ensuite à Perpignan durant 2 saisons où je fais 18 rencontres, puis à Pau entre 2012 et 2014, 40 matchs à Pau, puis une saison au Biarritz Olympique, une saison à Provence avant d'aller à Albi où je termine ma carrière totalement professionnelle entre 2019 et 2021. Je suis toujours un joueur de rugby puisque je suis à Groyet. Mais j'étais un moment entraîneur-joueur notamment du côté d'Albi puisque j'avais repris une licence de joueur après avoir été entraîneur. Je suis demi de mêlée. Mon nom, Kevin Boulogne. Kevin Boulogne. Alors là, celui-là était très technique, il était très tardé. C'est une victoire du Rock. Bravo au rugby olympique. J'ai joué avec lui à Castres, c'était un drôle de joueur. Et oui, voilà. Bah c'est gagné. Le ballon il est gagné. J'espère qu'il y a un endroit. J'espère qu'il y a un endroit dans le clubhouse de Castelnaudary où il trouvera Franchement, tu peux faire un complément de sponsoring avec vu quand même. Il faut dans le bon sens, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'on fait des photos avec Andy Zekman évidemment. Avec Benoît, donc coprésident de Castelnaudary, qui a gagné ce ballon dans ce qui je suis, qui a été particulièrement difficile. C'est vrai que là, Kevin Boulogne, allé loin quand même sur les joueurs. Kevin Boulogne, c'était pas évident. Je le concède. Petit tour de table. Après, moi, grosse concurrence à Julien Thomas en termes de road trip de club français quand même. Un peu moins. C'est vrai que Julien a connu. C'est un truc de neuf, ça.
Oui, Ouais, c'est vrai. oui, on aime voyager. Non mais tu me l'as dit tout à l'heure en antenne, c'est que tu avais à chaque fois des peintres en 10 et que tu voulais bouger. Donc Ouais. Ou alors c'est le 10 qui voulait plus de 9. Ça dépend de le sens. Benjamin, bonsoir. Je rigole évidemment. Voilà, petit incident diplomatique à Castelnaudary. Je rigole évidemment, oui, Julien. En plus, j'en sais absolument rien. Petit tour de table et là, on va risquer des choses. Votre pronostic pour Nouvelle-Zélande-Namibie. On va commencer par celui qui a remporté ce qui je suis, Benoît du club de Castelnaudary. Il faut un score exact? Oui. Allez, soyons fous. 54-12. On note, 54-12. Maxime Sénat en train de prendre les notes. C'est Benoît. Il était pas prêt. Maxime, il va prendre les notes. Benoît de Castelnaudary qui nous dit 54-12. C'est ça. Oui. Rodrigo Capo-Ortega. 65. 60-5? Ouais. 60-5 pour la Nouvelle-Zélande face à la Namibie. Robin Perrault. Moi, je pense qu'ils vont prendre une grosse raclée. Ouais. Une très grosse raclée. Ouais, je crois qu'ils vont prendre une grosse raclée. Ouais. 80 points contre 5, allez. 80-5. Ah, ça commence à faire beaucoup quand même, Robin. Philippe Spanghero. Je pense qu'il y aura plus de 50 points. Moi, je vais dire 58-10. 58-10 pour Félix Spanghero. Pour Julien Thomas. 61-6. 61-6, il avait dit 61-5. Et Julien Thomas qui dit 61-6. Et puis le mot de la fin. 65-14, je dis, allez. 65-14, Esteban Ragnas. Ce match, on va le suivre en intégralité avec toi, avec Julien Thomas, à la fois, au plus près du terrain et aussi du côté de Castelnaudary. Esteban, en tout cas, on part sur une idée d'un match très large. Ouais, très, avec un énorme écart. Ouais, avec un énorme écart. Je rappelle que c'est la Namibie qui a ce triste record de la plus lourde défaite en Coupe du Monde. 142-0, c'était en 2003 contre l'Australie. C'est toujours eux qui ont ce triste record. Donc on espère aujourd'hui que le score, l'addition risque d'être salé, mais on espère un peu moins quand même. On va faire les compositions des deux équipes tout de suite sur Sud Radio dans quelques instants. Mais d'abord, une petite pause extrêmement rapide et on revient pour vivre ce match en intégralité. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Avec Castelnaudary et tout le Lauragais audois, terre d'Ovalie, de terroir et de gastronomie, et Groupe Perrault, concessionnaire automobile multimarque.